Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Blue Chip Prospect. Aujourd'hui, je pensais faire une comparaison des défenseurs du repêchage 2024 avec les défenseurs des 5 derniers repêchages avant celui de 2024. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié les 6 premiers défenseurs de ce repêchage-là parce que c'est les 6 défenseurs, selon moi, qui se démarquent le plus. On parle de Zeev Buium, on parle de Sam Dickinson, Artyom Levchunov, Anton Silayev, Zain Perek et Carter Yakimchuk. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été identifier les 6 premiers défenseurs repêchés dans leurs années respectives dans les 5 dernières années. Et on va comparer les défenseurs qui vont être repêchés cette année à ceux qui ont été repêchés dans les années dernières. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un peu mon opinion, autant que je vais utiliser l'opinion, dans le fond, de Cap Friendly. Ils ont comme un service de scouting report où ce qui crée, dans le fond, des petites cartes avec un genre de rating, si on veut. Fait qu'on va utiliser ça pour avoir une certaine base en tant que telle, mais de ce que j'ai pu comprendre en faisant ça dans la version anglaise, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de défenseurs qu'eux autres, ils vont donner un rate qui est pratiquement des superstars. Dans le fond, chaque défenseur de 2024 ont un A plus P1, ce qui est à dire, dans le fond, qui, comparativement à leur égal, dans le fond, c'est-à-dire des joueurs de première paire, parce que P1 veut dire paire numéro 1. Bon, ben, comparativement à des joueurs de paire numéro 1, ça serait des A+. Donc, évidemment, si t'es A+, sur une P1, ça veut dire que t'es une superstar. Ce qui fait pas de sens, parce que dans le fond, chaque défenseur de 2024 sont A+, P1. Fait que c'est dur de projeter, dans le fond, 6 défenseurs back-à-back dans cette année qui vont être toutes des stars, mais bon. C'est de même qu'ils l'ont fait cette année. Dans les années d'après, on voit que ça se calme un petit peu, là, évidemment, parce qu'on a plus de données. Si on prend, mettons, l'année 2019, il y a des bons défenseurs, mais on a comme 5-6 ans de data, dans le fond, là, pour pouvoir faire notre opinion. Donc, on va se baser un petit peu sur Cap Friendly, mais on va pas se baser 100% sur ça. Donc, c'est avec mon opinion et plus Cap Friendly, parce que, comme je vous dis, ils sont un petit peu... sont un petit peu lousses dans leur rating. OK? Fait que pour ceux évidemment qui regardent sur YouTube ou ceux qui regardent sur Spotify, bien évidemment, j'enregistre l'écran pour que vous puissiez voir un peu ce que je fais en même temps. Je vais juste m'assurer évidemment que j'enregistre. Oui, j'enregistre. Fait que comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je fais en même temps. Pour ceux qui sont sur des plateformes qui n'ont pas de vidéo, bien évidemment, vous pouvez juste suivre avec la voix. Je vais essayer d'être le plus entertaining possible, mais en même temps, c'est un petit peu difficile. T'sais, comme je viens de le faire en anglais, il y a beaucoup de pauses, il y a beaucoup de quand je peux dire, quand je fais un petit peu de recherche là, entre les pages, mais des fois, je parle pas trop pendant ce temps-là. Donc, je vais essayer de faire mieux, mais je peux pas garantir le résultat. Mais d'une façon ou d'une autre, vous allez voir, ça va être intéressant. Je viens juste de le faire, j'ai bien aimé l'exercice. Le but, c'est que je voulais faire ça pour moi-même la semaine passée. Puis quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, ça serait peut-être le fun de faire ça en podcast. Avec l'écran enregistré pour que le monde puisse suivre, puis en même temps, ils peuvent partager leurs opinions dans les commentaires après. Ce que j'ai fait, dans le fond, là, ici, j'ai créé un petit document, un Google Sheets, avec les 6 premiers défenseurs repêchés dans le fond, des 6 dernières années. Dans le fond, 5 dernières années, plus cette année. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai attribué des points. Donc, qu'un défenseur qui est devenu une star ou qui projette comme une star, il va avoir 4 points. Un défenseur de première paire va avoir 3 points, un top 4, 2 points, puis un troisième paire, 1 point. On va juger, dans le fond, les défenseurs comme on les jugerait sur une équipe compétitive, une équipe qui s'en va dans les playoffs ou une équipe qui aspire à gagner la Coupe Stanley ou au moins se rendre loin. Tu sais, des joueurs comme Tanner Molendyk, peut-être qu'il pourrait être un top 4 sur une équipe qui repêche 7e. Mais ça veut pas dire qu'il peut être top 4 sur une équipe qui, en même temps comme les Stars, qui essaie de gagner la Coupe cette année. On va essayer d'évaluer tout le monde sur la même base, donc comme si on était une équipe qui aspirait à gagner ou du moins qui était proche de là. Okay? Donc pour ce qui est de cette année, on va commencer avec les défenseurs. Je sais que la majorité du monde, la majorité des rankings ont tous Artyom Levchunov comme défenseur numéro 1, puis gradé comme une star. À mon avis, moi, c'est pas mon défenseur préféré cette année. J'ai même 2 défenseurs avant lui, mais encore là, à chaque jour, quand que je vais dans ma liste finale, là, qui est juste ici, là, que je n'ouvrirai pas, évidemment, parce que je ne veux pas dévoiler ça. Mais, des fois, il se retrouve premier, mais des fois, il se retrouve pas premier non plus. Puis celui qui est
qui est majoritairement toujours en première position dans ma liste, c'est Sam Dickinson. Puis c'est comme ça depuis le début de l'année, puis ça l'a pas changé. Le seul qui a été souvent premier dans ma liste aussi, qui est pas autant que Sam Dickinson, mais souvent, ça a été Zeev Buium. Fait que Sam Dickinson étant mon défenseur préféré, puis étant un défenseur de 6 pieds 3 qui patine super bien, qui a beaucoup d'offense, qui a beaucoup de défense, qui est capable de jouer physiquement, qui est capable, dans le fond, de bloquer le milieu de la glace, qui est capable de box out les joueurs ou de bloquer les bâtons quand ils se mettent en avant du goaler. Tu sais, juste un défenseur défensif qui est complet, qui est capable, dans le fond, de suivre son gap, qui est capable, pas que son patin arrière, il est vraiment capable de garder un gap très serré. Puis il est aussi capable de faire une transition de rondelle. Il bouge bien la rondelle, mais il bouge bien lui-même. Donc, il n'a pas nécessairement juste besoin de faire une passe. Quand il fait un jeu de transition, il peut autant le faire lui-même en patinant, autant qu'il peut le faire via une passe. Puis rendu dans la zone, je trouve que dans la zone offensive, la façon qu'il produit son offense est très NHL. Déjà, est très pro. C'est pas des petits jeux de fantasy ici et là. C'est un peu comme Carter Yakemchuk. C'est un peu ça que des fois qui est dur à évaluer. C'est que Carter Yakemchuk, il y a beaucoup de... Quand je pourrais dire, il y a beaucoup d'attributs pour réussir au niveau de la Ligue nationale, mais quand on regarde son offense, c'est très fantasy. Il utilise ses mains énormément. Puis dans la Ligue nationale, je sais pas combien de défenseurs que tu vois qui t'au-drag à travers tout le monde, mais il n'y en a pas une tonne. Mais Carter Yakemchuk, sa game est comme ça pas mal. Tandis que Dickinson, c'est beaucoup plus simple, mais aussi très, très effectif, dans le fond. Là. Donc, Sam Dickinson, c'est le seul joueur que je vais lui donner un 4 points d'une star. Okay? Parce que, évidemment, contrairement à Cap Friendly, je pense pas que chaque joueur va devenir des stars, ça fait aucun sens. Mais je pense qu'il y a au moins 3 joueurs qui peuvent devenir des joueurs de première paire. Puis, c'est dur de choisir lesquels. Ça pourrait être Silaev, ça pourrait être même Parek jusqu'à un certain point, mais je vais mettre un 3 à Zeev Buium, puis je vais mettre un 3 à Artyom Levchunov. Parce que tout le monde pense qu'Artyom Levchunov va être une star ou qu'il va être un défenseur de première paire, ou du moins tout le monde pense que le potentiel défensif et offensif l'amènerait là. Donc, on va lui donner... Parce que des fois, moi, je me fie à mes yeux plus que je me fie aux opinions des autres. Sauf qu'à un moment donné, si tout le monde dit qu'Artyom Levchunov, c'est un futur défenseur de première paire, ben peut-être que c'est tout le monde qui a raison et c'est moi qui ai tort. Hein? Je dis, c'est pas impossible. Hein? Fait que Zeev Buium, je trouve qu'il est juste trop bon en général. Je sais pas. Il y a comme du monde qui l'aime beaucoup. Il y a aussi beaucoup de monde qui, comme. Quand je peux pas descendre ce qu'il a fait, mais qui essaie de comme un peu diminuer ce qu'il a réussi à faire cette année, ce qui, selon moi, fait aucun sens parce que Zeev Buium, il est bon depuis des années. Ça fait 2 ans que je le vois. Si on enlève cette année, là, ça fait 2 ans avant ça que je le vois jouer, puis ça fait 2 ans qu'il est excellent. Ça fait 2 ans qu'il est meilleur que tout le monde, puis qu'il joue dans un groupe d'âge plus avancé. Donc, je sais pas. Moi, ça fait longtemps que Zeev Buium a prouvé qu'il c'est un excellent joueur. Puis là, cette année, ben, il est juste en train de tout fracasser. Fait que, ben, pas en train, là, il a tout fracassé dans le fond. Là, c'est fait. Fait que c'est ça. J'aimerais ça lui donner un 4 aussi. Mais je veux me limiter à une seule star. Puis celui, je pense qu'il a le plus de chances de s'y rendre, c'est Sam Dickinson. Mais Zeev Buium pourrait très bien devenir une star aussi. Mais pour l'instant, je vais y mettre première paire, puis une des raisons pourquoi, c'est qu'il patine pas aussi bien que Sam Dickinson, même s'il patine très bien, puis il est pas 6 pieds 3, il est 6 pieds. Donc, tu sais, c'est 2 attributs qui pourraient, tu sais, le limiter à un certain point. Sam Dickinson, il peut défendre mieux, il est plus gros, puis il patine mieux. Zeev Buium, il est un peu plus flamboyant dans son offense. Je trouve qu'il défend très bien aussi pour sa grandeur puis son âge. Puis en plus, il défend très bien au niveau de la NCAA, puis il est très bien fait dans les playoffs là, ou le Frozen Four, on s'entend. Là. Fait que c'est ça. Fait que première paire pour Zeev Buium, première paire pour Artyom Levchunov, puis star pour Sam Dickinson. Évidemment, ça c'est juste mon opinion. Comme je vous dis, si on va dans le Cap Friendly, là, c'est tous des A plus P1, fait que c'est tous des stars. Fait qu'on va pas. Pour le 2024, on va pas se fier à ça. On va se fier un petit peu plus dans les années après. Après ça, Anton Silaev. Moi, j'y mets un top 4. Donc, je mets 2 points parce que je suis pas sûr à quel point il peut devenir un défenseur de première paire. C'est vraiment pas impossible. Il y a les atouts pour y arriver. C'est un géant défenseur. La game défensive va venir facilement pour lui. Il est capable de couvrir la moitié de la glace en comme 2 enjambées plus son bâton. Il y a tellement un reach. Je suis pas trop sûr comment on dit ça, là, mais sa portée avec son bâton
est tellement grande, plus son patin ensemble fait en sorte qu'il peut couvrir énormément de glace. Donc, la défense sera jamais un problème. Puis même en termes de transition, il est capable de patiner la rondelle, il est capable d'évader, dans le fond, la pression quand elle arrive sur lui. Même si des fois, il panique un peu là, quand la pression arrive sur lui, c'est pas le joueur le plus... des fois, on peut dire qu'il manque un petit peu de hockey sense, là, de sens du hockey dans la façon qu'il joue, parce que du moment qu'il y a de la pression, on dirait des fois, il sait plus trop quoi faire, mais en même temps, c'est un joueur qui a commencé l'année à 17 ans, qui a 18 ans maintenant, puis qui a joué dans la KHL. On s'entend à la KHL, même s'il y a eu une diminution du talent, ça reste une ligue qui est excellente en termes de hockey, puis qui est, moi, de mon côté, je trouve ça le fun à regarder, mais c'est une ligue qui est excellente, même si tu as plus d'espace. Donc, je pense qu'éventuellement, Anton Silaev, à force de faire des répétitions, à force de faire le même jeu, puis de voir la pression arriver rapidement, il va finir par s'y habituer. Mais il y a les atouts pour réussir à s'en sortir. Puis un coup dans la zone offensive, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a quand même un bon maniement de rondelle. Il est capable d'utiliser ses pieds pour faire changer dans le fond, les joueurs qui le couvrent pour les baiter, dans le fond, le faire semblant d'aller d'un côté, puis après ça, aller de l'autre côté pour faire une passe dans un espace libre. Il y a la capacité, il y a le hockey sense pour le faire du côté offensif. Il y a le maniement de rondelle pour le faire. Après ça, est-ce qu'il y a les puck skills ou dans le fond, est-ce qu'il est capable de faire les passes à travers les jambes, à travers les bâtons ou dans des espaces restreints? Est-ce qu'il est capable de manier la rondelle quand il y a beaucoup de pression? Ça reste à voir cette partie-là. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a les atouts pour devenir un défenseur de première paire, mais je pense pas nécessairement que il y a une grande chance qu'il s'y rende. T'sais, comparativement à Sam Dickinson ou à Zeev Bouillum, je pense pas qu'il y a une grande chance qu'il s'y rende. Sauf qu'en même temps, c'est le type de joueur qu'un coup, tu vas arriver dans les playoffs, il va jouer 26 minutes par soir parce qu'il va être capable de tout détruire ce qu'il y a sur son chemin. Mais pour l'instant, je vais y mettre un top 4. Puis c'est aussi un peu dans le but de... pas nécessairement de diminuer, mais c'est parce que vu que c'est des projections, souvent, quand on regarde là, le monde qui font des projections, il y a beaucoup de monde qui sont pas très très sévères là, dans leurs projections. C'est sûr que si on prend, mettons, Corey Pronman, lui, il est quand même très sévère dans ses projections. Mais ceux qui ne le sont pas, ils vont dire comme quoi chaque joueur que là, c'est tous des futurs stars ou c'est tous des joueurs de première paire. Ou, à un moment donné, il faut quand même être réaliste puis comprendre que c'est pas vrai qu'ils vont tous être des joueurs de première paire. Ou sinon, ce serait extrêmement surprenant. C'est pas le type de choses qui arrivent très, très souvent. Là. C'est pas impossible, mais les chances sont pas nécessairement très, très grandes. Okay? Donc, Anton Silaev, on va y mettre ça comme un top 4 à cause que ça se peut qu'il manque un peu d'offense pour le rendre comme un vrai joueur numéro 1 sur une première paire qui est capable d'amener de l'offense autant qu'il est capable d'amener de la défense. Un peu la même chose pour Zemperek, mais de l'autre côté. Lui, évidemment, c'est un joueur extrêmement cérébral, extrêmement intelligent, toujours à la bonne place. C'est pas le gars qui a le plus de talent au monde. T'sais, oui, il a des bonnes mains, il a un bon tir, il fait des belles passes, il a une bonne vision, évidemment. Tu te rends pas à comme 96 points ou quelque chose comme ça dans la Ligue de l'Ontario sans avoir un talent brut énorme. Mais c'est un gars qui est juste toujours à la bonne place au bon moment. C'est un gars qui est extrêmement intelligent sur la glace, qui va toujours trouver le bon moment pour se diriger dans la bonne pocket d'espace, dans le fond, pour faire un jeu rapidement avec la rondelle. C'est pas quelqu'un nécessairement qui va garder la rondelle longtemps. S'il l'a un peu trop longtemps, il va bouger pour être capable d'ouvrir des lignes de passe. Fait que le côté offense, il n'est pas un problème. Puis en même temps, c'est extrêmement... On peut le projeter au niveau de la Ligue nationale vraiment facilement. Encore une fois, comme je dis avec Collar et Kemchuk, c'est un peu différent. C'est un gars qui a besoin de la rondelle sur son bâton. C'est un gars qui utilise ses mains énormément. Zemperek, c'est un gars qui a lu le jeu avant que le jeu arrive. Puis il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire avec la rondelle quand il reçoit la rondelle. À moins que ce soit sur le power play. Puis que là, il essaie de bouger la défense pour créer des ouvertures. Fait que Zemperek, je vais le mettre en top 4 parce que le côté défense est à travailler. Le côté physique est absolument nul. Dans le fond, là, c'est pas lui est nul, c'est que c'est pas un joueur qui utilise sa physicalité du tout. Dans le fond, il va jamais... Il se bat pas en avant du filet. Il va pas essayer de... il va essayer de couvrir, de garder les joueurs sur l'extérieur de la glace pendant que lui, dans le fond, il reste dans sa zone puis il essaie de bloquer les lignes de passe vers le milieu ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas un joueur qui va aller piner un joueur sur le long de la board, qui va aller dans les coins pour se battre pour la rondelle. Le côté physique, le côté là, à être... assertive, là, je cherche comme je viens de le faire en anglais, fait que tous les mots dans ma tête sont en anglais en ce moment là, mais c'est pas
côté physicalité, c'est pas bon. Okay? C'est pas qu'il est pas capable de le faire parce qu'il fait 6 pieds, 180 quelques livres, une affaire comme ça. Il devrait être capable éventuellement de s'y rendre, mais je sais pas s'il a la volonté de le faire en tant que tel. Fait que le côté défense va toujours être quelque chose d'un peu plus problématique comparativement à Ziv Bouyum, à mon avis, que lui, il est plus à l'aise défensivement, même s'il est pas gros. Je trouve qu'il fait un meilleur job défensivement. Il est beaucoup plus fatigant quand il défend. Il est beaucoup plus dans les pattes du joueur. Il tient son gap vraiment, vraiment serré. Il est bâton à bâton. Là. Il n'y a pas d'espace entre. Le joueur qui attaque ne peut pas. Il n'y a juste pas d'espace pour faire les jeux parce que Ziv Bouyum, il est dans sa zone d'effectivité, dans le fond. Là. Il est dans sa zone où il essaie de manier avec son bâton. Il est dans la zone où il essaie de faire des passes. Il est là avec son bâton. Il est bâton à bâton. Fait que Zamperek, c'est un petit peu différent côté défense. Fait que je vais le mettre top 4, comme ça, on va lui donner 2 points, sauf qu'évidemment, ça peut être un spécialiste de powerplay qui va faire 70 points par année. C'est pas quelque chose qui est impossible, mais est-ce que quand tu vas arriver, mettons, dans la finale de la Coupe Stanley, est-ce que tu vas avoir Zane Perek sur ta première paire qui va jouer 25 minutes par soir contre, je sais pas, contre McKinnon? Je pense pas. Je serais quand même surpris. Il n'y a rien n'est impossible, mais je serais quand même surpris. Puis, dans le fond, pour passer au prochain, pour Carter Yakemchuk, ça va être exactement la même chose. Je vais y mettre un top 4 parce que lui, tu sais, côté offensif, je pense que le potentiel est moins élevé que Zamperek. C'est pas un joueur qui a la même intelligence sur la glace. C'est un joueur qui il a une excellente vision. Il a un excellent tir. Il a des excellentes mains. Mais c'est un joueur beaucoup plus réactif qu'un joueur, dans le fond, là, qui va lire le jeu d'avance pour créer son jeu. Puis souvent, ça veut pas dire être réactif dans la WHL, puis être réactif dans la Ligue nationale, c'est 2 paires de manches différentes. Tous les joueurs sont gros, tous les joueurs sont vite, tous les joueurs sont forts, tous les joueurs sont bons pour bloquer les lignes de passe ou mettre son bâton sur ta puck. Fait les joueurs qui se fient beaucoup plus sur leur talent, ou sur leurs mains, ou sur des affaires comme ça peut être un petit peu plus difficile côté offensif qu'un joueur comme Zamperek qui, lui, du moment qu'il a la rondelle, il sait déjà où qu'elle s'en va, il sait déjà quoi faire avec, qui a moins besoin de talent, il a juste plus besoin de son intelligence. Carter Yakemchuk, par contre, a plus de potentiel côté défensif. Évidemment, il y a du travail à faire pour s'y rendre. Je pense pas que c'est très... c'est pas clean, là, sa défense, sauf que c'est un joueur qui a le potentiel de s'y rendre. Il est très physique. Il a quand même une bonne mobilité pour sa grosseur. C'est un gars de 6 pieds 3, comme presque 200 livres, si je me trompe pas. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas checké Carter Yakemchuk. C'était quoi sa grandeur et sa grosseur? On va checker ici. Carter Yakemchuk. Oups. Yakemchuk. Alright. 194 livres. Fait que, on s'entend que c'est un joueur qui va finir au-dessus de 200 livres à 6 pieds 3, qui patine quand même bien. C'est pas un excellent patineur, mais il patine quand même bien. Il a 30 buts dans WHL, 71 points en 66 matchs. Fait que le côté offense est bon. Je pense pas que je pense pas que ça va se projeter exactement au même niveau que c'est dans la WHL, mais en même temps, le côté défensif est plus élevé que celui de Zamperek. Fait que je pense que les deux, ils viennent comme s'égaler. Carter Yakemchuk va être un peu plus two-way. Zamperek va être un peu plus offensif, avec moins de défense, dans le fond. Fait que si on prend ça comme ça, on égalise ça, on fait égal, sum, enter, ça fait 16 points. Fait que 16 points pour 2024. Ce qui est excellent, dans le fond, si on fait un résumé, on a une star en Sam Dickinson, 2 joueurs de premier trio en Ziv Bouyum, Artyom Leshunov, puis après ça, 3 joueurs de top 4 complètement différents l'un de l'autre en Anton Silaev, Zane Perek puis Carter Yakemchuk. Fait que, excellent repêchage si ça tourne comme ça. Les chances que ça tourne comme ça sont pratiquement nulles, mais du moins, c'est de même que c'est projeté pour l'instant. Puis j'essaie de réserver un peu. Je veux pas dire que c'est tous des stars. Je veux pas dire que c'est tous des joueurs de première paire, même s'ils ont tout le potentiel d'être des joueurs de première paire. Je veux pas faire ça parce que sinon, ça va juste être... je vais mettre 4 partout puis ça va être réglé. fait que c'est ça. On ne fait pas ça. On tombe à 2023. Puis en 2023, on va aller aussi sur Elite Prospect ici. Puis on va ouvrir le draft de 2023. Comme ça, on va pouvoir voir les 6 premiers. On va aussi pouvoir voir qui a été repêché un peu plus tard. Mais ceux qui ont été repêchés un peu plus tard, c'est sûr qu'en même temps, on prend un repêchage de 2020. Il y a eu Brock Faber dans la 2e ronde. Il y a eu Alexander Nikishin dans la 3e ronde. On s'entend que ces joueurs-là vont devenir des joueurs
de première paire, presque assurément, dans le fond. Là, c'est pas sûr à 100%, mais presque assurément. Fait que, c'est sûr, si on calculait ça comme ça, on prenait les joueurs de deuxième ronde puis de troisième ronde qui ont explosé, ben il y aurait plus de points, mais le but, c'est vraiment de comparer, dans le fond, comment le repêchage était vu au moment du repêchage. Pas un coup 8 ans plus tard ou 5 ans plus tard. Parce que ça se peut très bien que le repêchage de 2024, dans 5 ans, il y a plein de stars qui ont sorti aussi dans le deuxième puis dans le troisième. T'sais, on sait pas, peut-être que Léo Salin Valenius va devenir un joueur de première paire. Peut-être que Henry Muse va devenir un joueur offensif incroyable. Peut-être que E.G. Henry va être un genre de, je sais pas moi, un défenseur de première paire qui est capable de manger des minutes puis qui est capable d'amener un petit peu d'offense avec 30 points, un genre de Slavin ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, on ne sait pas cette partie-là. Fait que je veux pas projeter trop le repêchage de 2024. Fait qu'on va se fier à ce qui a été fait dans le fond, dans les six premiers défenseurs qui ont été repêchés. Fait que pour l'année 2023, on parle de David Rambacker au 5e rang, on parle de Simachev au 6e rang, Tom Willander au 11e rang, Axel Sandin Pellikka au 17e rang, Oliver Bonk au 22e rang et Tanner Molendyk au 24e rang. Fait que si on y va, puis on va voir, mettons ici, on va aller voir Cap Friendly, qu'est-ce qu'ils disent de Rambacker. Ça, on va ici, on écrit David Rambacker. Comme ça. Ils disent, ils projettent comme un défenseur de première paire qui, dans le fond, serait à 85 comparativement à ses pairs. On va... Ouais, ben c'est tout en anglais, fait que je vous le lirai pas. Là. J'en ai lu une coupe en anglais tantôt, là, mais je peux pas... je vais pas vous lire un paragraphe en anglais s'il y en a d'entre vous qui parlent pas anglais. Fait que, dans le fond, ce que ça veut dire un peu, ce ranking-là, ça veut dire que... Tu sais, Professional Report, ça veut dire Overall rating of 85 when weighted against equal counterparts as a following talent level, first pair. Ça veut dire que si tu prends tous les joueurs de première paire, ils seraient dans le 85e percentile, dans le fond. C'est pas mal ça que ça veut dire. Fait que c'est quand même bien. Puis je suis d'accord avec ça, dans le sens que je pense pas que Rambacker va être une star, mais je pense qu'il a le potentiel de devenir un joueur de première paire. Je sais pas si c'est un joueur, tu sais, un premier défenseur, ça se peut très bien que oui. Je pense qu'il a la capacité de prendre des décisions rapidement. Quand je pensais, c'est un gros joueur, c'est un joueur qui patine bien, qui est agile. Fait, il y a les éléments pour s'y rendre. Je sais juste pas s'ils sont assez bons pour s'y rendre. Okay? Fait qu'on va le limiter à un joueur de première paire parce que je pense que c'est ça qui a le plus de chances qu'il va atteindre. C'est presque sûr que c'est un joueur de top 4. Je pense qu'il y a quand même des bonnes chances qu'il atteigne la première paire, mais les chances qu'il devienne un premier défenseur ou une star sont, selon moi, quand même... Premier défenseur, on pourrait mettre ça, mettons, comme à, je sais pas, 10%, mais star, je sais pas, 1%, je sais pas. Dimitri Simachev, c'est la même chose pour moi. C'est un joueur de première paire. Je sais que son année est plus difficile, là. Son année est plus difficile. Elle n'est pas si difficile que ça, c'est juste qu'il joue dans la KHL, fait qu'évidemment, c'est rough, là. Je veux pas. Mais tu sais, 10 points en 63 matchs dans la KHL, c'est quand même relativement bon. Il a joué quand même des bonnes minutes. Si on regarde ici le nombre de minutes qu'il a joué, on peut voir, là, en dehors des playoffs, si on va plus dans l'année, il a joué du 15 minutes, du 14 minutes, du 16 minutes, des 20 minutes ici et là, mais pas une tonne, des 13 minutes. Fait, on pourrait voir là, que probablement que tout ça doit faire une moyenne d'à peu près 14 à 15 minutes de temps de glace par match, là, ce qui est quand même relativement bon dans la KHL, qui est une excellente ligue. Puis le gars, il a 10 points en 63 matchs. C'est sûr que l'offense n'a jamais été sa force. Ça sera probablement jamais sa force. Je serais quand même surpris de voir Simachev exploser comme Nikishin a fait dans son draft plus 2, je pense. C'est un tour, je m'envoie ici, là, puis j'écris oups, pas bonne affaire. Alexander Nikishin. Je vois pas mon clavier, ça va bien. Comme ça. Fait que lui, il a été drafté en 2020. Fait qu'en 2020, il a joué un petit peu dans la KHL, 29 matchs, 3 points. Après ça, son draft plus 1, il a fait 5 points en 20 matchs, fait 1 point aux 4 matchs, 0.25 points per game, dans le fond. Après ça, 12 points en 46, fait qu'un petit peu au-dessus de ce qu'il avait fait l'année d'avant. Puis après ça, dans son draft
plus 3, dans le fond, là, c'est là qu'il a explosé. Avec 55 points en 65 matchs. Puis cette année encore, probablement pas mal égal, avec 56 points en 67 matchs, tout en étant le capitaine du SKA. Fait que c'est tout un développement, on s'entend, mais c'est son développement qui a explosé est arrivé dans son draft plus 3. Il n'est pas arrivé tout de suite après. Fait que, si jamais il y en avait un avec Dimitri Smachev, je m'attendrais un peu à la même chose, mais je pense pas que l'offense va arriver au même point. Mais ce serait de mentir de dire que le monde pensait qu'Alexander Nikishin arriverait à ça un jour. Il n'y a personne qui a pris Nikishin et qui s'est dit mais c'est une future star, c'est un futur joueur ultra offensif. Il n'y a personne qui se disait ça. Fait que c'est la même chose pour Simachev. C'est un joueur qui est plus défensif qu'offensif, mais c'est un joueur qui a il a tellement un bon patin, puis c'est un gros joueur, je pense qu'il fait 6 pieds 4 ou 6 pieds 5 quasiment maintenant. Là. Puis il patine. C'est un excellent. T'sais, même si je le compare avec Silaev, là, que le monde pense qu'il est probablement un des meilleurs patineurs dans le draft aujourd'hui, selon moi, Simachev est un meilleur patineur encore que Silaev. Puis là, avec son 10 points en 63 matchs, c'est très bon. On verra ce qu'il va faire l'année passée. Mais côté défensif, c'est excellent. C'est un joueur qui est très, très, très physique. C'est un joueur qui laisse aucun espace, qui va t'envelopper avec ses bras, qui va tout bloquer avec son bâton, qui va bloquer ton bâton à toi, qui va box out. C'est un joueur défensif exceptionnel, à mon avis, qui a le patin puis qui a la capacité de voir le jeu pour être capable de faire un bon jeu de transition. Côté offensif, un coup rendu dans la ligne, dans la zone offensive, c'est là que ça peut se compliquer un peu. On va voir où est-ce que ça s'en va dans son développement, mais pour l'instant, c'est un joueur que j'adorais l'année passée. C'est un joueur que j'adore encore, même si je suis pas mal sûr que sa projection est plus défensive qu'offensive. Mais n'empêche que c'est un joueur qui va être assez bon dans les deux sens pour être un joueur de première paire, à mon avis. Puis je pense que si je me trompe pas, Cap Friendly n'est vraiment pas d'accord avec moi. Je m'en souviens pas. On va aller voir si Dimitri Smachev, c'est ça. Eux autres, c'est plus sur une deuxième paire. Fait que, on s'entend qu'on est loin. Moi, je pense que c'est une première paire. Puis, tu sais, un peu. Dans le fond, je vois Smachev un peu comme que je vois Reinbacker. Peut-être un petit peu en dessous. Peut-être un petit peu au-dessus. Ça dépend des jours. Au début de l'année, avant que l'année commence, j'avais fait un top 10 des défenseurs. Puis, j'avais Smachev avant Reinbacker. Je sais pas si j'aurais encore Simachev avant Reinbacker. Il faudrait que je retourne voir des matchs des deux pour pouvoir avoir une meilleure idée, si on veut, là, une idée plus récente. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des matchs des deux. Mais tout ça pour dire que finalement, je pense que Dimitri Simachev, c'est un joueur de première paire. Peut-être juste pas aussi bon que Reinbacker, mais en même temps, probablement pas bien loin. Fait à suivre, peut-être que je ferai un autre top 10 un moment donné, mais c'est 3 points ici. Après ça, pour Tom Willander, il y a eu quand même une bonne année dans la NCAA. On va juste retourner d'une page ici. Comme ça. On va cliquer sur Tom Willander, qui a eu 20 quelques points, je pense, en 30 quelques matchs, une affaire comme ça. C'est bien long pour que ça l'ouvre. Alright, c'est bon, il est arrivé. Fait que 6 pieds 1, 179 livres, il joue pas mal plus gros que ça. C'est un joueur qui est très physique, un excellent patineur, là, vraiment un excellent patineur. 25 points en 38 matchs dans la NCAA à sa première année, qui est quand même excellent. J'étais quand même surpris qu'il parte de Ruggle, peu importe comment tu dis, dans la SHL, qui est quand même une excellente organisation pour développer des joueurs, surtout à la défense en plus. Mais tu sais, NCAA, Boston University. Je veux dire, pourquoi pas? Ils sont excellents aussi. Il jouait derrière, justement, là, Lane Hudson. Fait que c'est sûr que le temps de powerplay, cette affaire-là, c'était tout Lane Hudson qui l'avait. Willander, il n'y en avait presque pas. Mais ouais, fait que je pense que finalement, 25 points en 38 matchs à ta première année dans la NCAA, dans un nouveau pays, 3 points dans le U20, je pense qu'il a fait très bien. En plus d'être un joueur qui est excellent défensivement. Donc, j'ai hâte de voir c'est quoi sa progression. C'est dur à voir. Déjà, l'année passée, je l'avais avant Sandin Pelika. Je pensais que c'était un joueur qui était plus complet, même s'il n'était pas aussi dynamique offensivement. Il est encore pas aussi dynamique offensivement, puis je pense qu'il ne sera jamais. Sauf qu'en termes de... Sa progression offensive va dans le sens que je pensais qu'elle irait, mais sa progression défensive est vraiment on point. C'est un joueur qui est excellent avec son bâton. C'est un joueur qui bloque tout le monde sur l'extérieur. C'est un joueur qui est très physique quand il veut être physique. Un excellent défenseur, à mon avis. Mais je pense pas que c'est assez pour être un joueur de première paire. Donc, j'y donne un top 4. Comme ça. Un petit 2 points.
Ouais, c'est ça. T'sais, est-ce que je serais surpris qu'il devienne un joueur de première paire éventuellement? Pas nécessairement, parce que ce joueur, je crois dans Tom Willander, mais en même temps, ça serait pousser la note un petit peu là, de dire que c'est un joueur de première paire. Fait que je pense top 4 dans une équipe compétitive, ça fait beaucoup de sens. C'est un joueur qui a tous les atouts pour s'y rendre, sans nécessairement non plus là, essayer de pousser un peu trop fort la note. Là. Après ça, on y va avec Axel Sandin Pellikka. Puis Sandin Pellikka, je pense que c'est exactement la même chose. C'est un joueur de top 4, mais dans l'autre côté. Dans le sens que, au lieu d'être un joueur qui est extrêmement solide défensivement puis qui est capable d'amener un petit peu de transition puis un petit peu d'offense, c'est un joueur qui est excellent offensivement, qui est capable d'amener un petit peu de défense. Okay? C'est pas le... En termes de défense, il est pas mauvais. Je ne pourrais jamais dire qu'il est mauvais. L'année passée, j'étais moins convaincu de cette défense. Cette année, j'ai pas écouté une tonne de games d'Axel Sandin Pellikka, mais j'en ai vu 2-3. Puis je trouvais qu'il était bon. C'est pas excellent défensivement, mais il était bon. Mais offensivement, il est très dynamique. Là. La façon qu'il bouge la rondelle, la façon qu'il est toujours en train de bouger sur le long de la ligne bleue pour ouvrir pour faire des ouvertures de passe. Il est extrêmement mobile. Il est très... déceptif, là. Il cache ses intentions extrêmement bien. Tu sais jamais de quel côté il s'en va, tu sais jamais s'il va faire une passe ou un tir. C'est pas un gars qui est nécessairement flamboyant, c'est un gars qui peut juste bouger gauche-droite, faire un tir sur le filet pour une déflexion. Tu sais, il est pas obligé de compliquer les choses, il est capable de garder les choses simples, mais il est aussi capable de les compliquer s'il a besoin de les compliquer. Fait que, tu sais, il est capable de jouer. L'offensive, il est capable de jouer peu importe comment tu as besoin qu'elle soit jouée dans le moment présent, dans le fond. Côté défensif, ça va toujours être un petit peu plus compliqué. Évidemment, c'est pas un gros défenseur non plus. Là. Je pense qu'il est comme 5 pieds 11 ou 6 pieds, une affaire comme ça. À son année de repêchage, c'était déjà un travail qui était un petit peu plus ardu. La défense, cette année, c'est meilleur, sauf que c'est toujours... c'est toujours... C'est 5 pieds 11, 181 livres. Ouais, je pense que ça va toujours être un petit peu plus compliqué côté défensif, mais je pense pas que ça va être compliqué au point que ça va vraiment être dur. Je pense que, mettons, comme Zane Perek de cette année va avoir plus de difficultés défensivement que Axel Sandin Pellikka va en avoir. Sauf qu'en même temps, son offense, selon moi, c'est un autre niveau. Là. Même si 18 points en 39 matchs dans la SHL à son draft +1 pour Axel Sandin Pellikka, c'est excellent. Dans les playoffs, il est carrément à 0.5 points par match, qui est vraiment bon, à 7 points en 14 matchs. Mais, tu sais, je te dirais, il est même plus, de la façon qu'il joue, il est plus dynamique que Perek, mais Perek est tellement un joueur plus intelligent que tout le monde, on dirait, sur la glace. Tellement toujours au bon endroit, tellement... Je vois pas comment Perek ne peut pas devenir un joueur offensif là, comme étoile. Je veux dire, pas un défenseur complet étoile, mais un joueur offensif de type étoile. Puis après ça, la défense, on verra ce que ça va avec ça. Fait que c'est ça. Fait que je pense un top 4 pour Axel Sandin Pellikka, ça fait une tonne de sens. Type de joueur qui va jouer son 19 minutes, peut-être son 20 minutes. Qui n'aura pas besoin nécessairement d'affronter toujours les meilleurs joueurs de l'autre côté, mais que tu vas pouvoir mettre sur la première paire sur la première ligne du power play, puis pouvoir créer une tonne de points de ce côté-là, mais qui va aussi être capable de créer des points à 5 contre 5 à mon avis, parce qu'il a une très bonne vision, il a un bon tir, il est juste... Offensivement, il est juste très bon. Après ça, on a Oliver Bonk qui, selon moi, lui aussi, va être un top 4. Mais avant de faire ça, je veux juste aller voir Cap Friendly. Qu'est-ce qu'ils disent de Sandin Pellikka? Attends, on fait Axel Sandin Pellikka. 2 of 2. Tu vois, eux autres, ils disent... ça a été fait le 21 décembre 2023. Donc, pas mal en plein milieu de l'année, si on veut. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils disent que ça va être une première paire. A-. Je vais voir. Ils disent que c'est un patineur élite. Extrêmement élusive, fait qu'il est capable de cacher ses intentions. C'est bas de la pression. Je trouve que c'est un défenseur qui défend mieux que la moyenne. Non. OK. Je sais pas. Pas grave. Écoute, c'est ça qui arrive un peu, c'est quand tu regardes des joueurs, tout dépendant de la partie de laquelle tu as regardé, ou même même si tu regardes la partie, des fois, c'est juste ton opinion en tant que telle. C'est tellement subjectif. Quelqu'un peut voir une partie puis faire ce joueur-là, c'est une future star, puis l'autre peut regarder le même joueur puis se dire, je suis pas trop sûr comment ça se transpose dans la Ligue nationale.
c'est extrêmement subjectif, mais je pense pas que première paire, c'est vraiment ce que je verrais pour Access and Impelica, mais top 4, ça fait une tonne de sens pour moi. Fait que je reste comme ça, même si les autres ils disent première paire. Après ça, Tanner Molendyk, il a eu une bonne année, si je me trompe pas, là, mais pas mon défenseur préféré, même si c'est un excellent patineur, là, probablement un des meilleurs patineurs de tout le draft l'année passée. 6 pieds, 181 livres, il est capable de défendre. Il a eu une bonne saison côté points, je pense. Ouais. 56 points en 50 matchs dans la WHL pour Saskatoon Blades. Mais juste overall, je pense pas que c'est un joueur. Je pense pas que Molendyk, de la façon qu'il joue, de la façon. Tu sais, tout est un peu vanille. Son offense est pas dynamique. Je pense pas que son point par match dans la WHL va pas se transmettre dans la Ligue nationale, à mon avis. C'est sûr, tout est possible, mais à mon avis, je penserais pas. Même sa défense est correcte. C'est un gars qui va garder les joueurs sur l'extérieur, mais c'est pas un gars qui est très très physique. C'est pas quelqu'un qui est super combatif en avant du filet ou dans les coins ou le long de la bande. Il est vanné. Un peu comme je disais dans la version anglaise du podcast qu'il vient juste de faire. Il est un peu Jordan Harris. Dans le sens, ça se peut qu'il soit meilleur que Jordan Harris quand même, mais n'empêche, c'est un joueur qui est mobile, c'est un joueur qui est capable de créer une transition, c'est un joueur qui t'amène, qui n'a pas de points négatifs défensivement, mais qui n'a pas beaucoup de points positifs non plus offensivement. Fait que, un joueur que tu peux avoir, c'est ta troisième paire, c'est une équipe qui aspire à la Coupe Stanley ou qui aspire à aller dans les playoffs et essayer d'aller loin, mais sans plus, à mon avis. Mais en même temps, c'est un joueur qui a été repêché 26e, 24e par Nashville. Fait que, c'est un joueur temps plein, troisième paire, qui est sur une équipe compétitive au 24e rang. C'est parfait. C'est parfait. Puis après ça, j'ai-tu parlé d'Oliver Bonk? Oups. Lui, j'ai mis troisième paire, fait qu'on lui met un point. Oliver Bonk, j'ai mis son rang, mais je pense pas qu'on en a parlé. Hein. Mais ouais, dans le fond, on va le faire. Si je l'ai fait, excuse-moi, j'ai juste. Dans ma mémoire, j'en ai pas parlé. Excellente saison pour London. Puis encore une fois, c'est une des raisons pourquoi Sam Dickinson. Non seulement j'adore le joueur qu'il est, puis à chaque fois que je le regarde, je suis impressionné par ce qu'il est capable de faire sur la glace, mais c'est aussi le fait qu'il joue pour les London Knights. Puis les London Knights étant les London Knights, t'es presque assuré d'avoir un joueur qui vont développer puis qui va être bon au niveau de la Ligue nationale. C'est tellement une équipe extraordinaire pour développer des joueurs. L'année passée, Easton Cowan il a été pris dans la première ronde. Il n'y a personne qui s'attendait à ça. Personne qui l'avait mis dans sa première ronde pratiquement, sauf les Leafs. Puis on regarde cette année, c'est comme le 3e, 4e meilleur pointeur de toute la ligue. Il a été malade dans les playoffs. Il n'y a personne qui s'attendait à ça, mais le gars, il a eu tellement une grosse progression pendant toute l'année. Puis après ça, il y a eu des playoffs de fou l'année passée. Puis après ça, ils se sont basés là-dessus. Puis on dit, la progression, elle arrête juste pas. Puis il a été encore meilleur dans les playoffs. Puis il comptait sur ce qui a encore une meilleure progression cette année. Puis c'est arrivé. Mais tu sais, un peu de ça qui est dû au fait que il joue pour les London Knights. Puis les London Knights, dans ton année de repêchage, souvent, tu vas faire un petit peu moins de temps, tu vas avoir moins de power play ou c'est une équipe qui va jouer ses vétérans, puis c'est une équipe qui est extrêmement bien structurée, c'est pas la meilleure équipe de toute la ligue canadienne de hockey junior. C'est ça. Fait que, quand tu es dans cette organisation-là, tu peux compter sur eux autres pour te développer comme un joueur de la Ligue nationale. Même si tu as des lacunes en tant que tel, on peut prendre, mettons, Evan Bouchard, qui est un joueur qui a des grosses lacunes. Là. Défensivement, il joue comme un asperge trop cuite, puis il patine comme s'il traîne des blocs de béton sur son dos. Mais il est quasiment un point par match dans la Ligue nationale. Fait que, ils ont réussi à faire un joueur avec lui. C'est pas juste eux, évidemment. Il y a Evan Bouchard lui-même qui a réussi à faire de lui-même un bon joueur. Mais tu as une équipe en arrière de toi qui est extrêmement bien rodée pour créer des joueurs de la Ligue nationale de haut niveau. Fait que si tu as Sam Dickinson qui, lui, est capable de produire un point par match à son année de repêchage, quand il y a déjà Oliver Bonk qui s'occupe de presque toute l'offense dans l'équipe. Après ça, tu joues pour les London Knights. Le gars, il est 6 pieds 3, il patine comme le vent, il défend bien, il est physique quand il a besoin d'être physique, il n'est pas physique quand il n'a pas besoin d'être physique. Un gars qui est quand même intelligent sur la glace. Je dirais pas le plus intelligent sur la glace, mais un joueur qui est quand même intelligent sur la glace. Il y a tellement d'atouts
que c'est sûr que les London Knights vont faire de lui un joueur exceptionnel, à mon avis. Puis, je le regarde déjà, puis je me dis déjà, il y a tout pour devenir exceptionnel. Puis là, ben, il est dans les London Knights. Fait que tout ça pour dire que j'aime beaucoup les London Knights. Puis je trouve qu'ils sont excellents pour faire des joueurs. Puis Oliver Bonk, bon, ben c'est ça, c'est un joueur qui avait comme 40 points l'année passée, je me trompe pas. Ouais, ça, 40 points en 67 matchs. Puis là, cette année, il a explosé à 1 point par match. Il a pris, dans le fond, il a pris toute la place dans l'équipe. Puis il est devenu le premier défenseur. Puis là, il a 24 buts, 67 points. Je pense que si je me trompe pas, Cap Friendly le met comme un défenseur de première paire, à mon avis. Moi, je suis pas là dans mon évaluation, là, même si je l'aimais gros. Ça. A+, première paire. Fait comme si ça allait une star. C'est comme si il allait devenir une star, dans le fond. Je suis pas... Je pense que c'est un joueur qui va être excellent défensivement. Je pense qu'il va être capable d'amener de l'offense, mais je pense pas qu'il va amener autant d'offense que ce qu'il a fait pour les London Knights. Mais encore là, tu sais, qui pensait qu'Oliver Bonk allait finir à plus qu'un point par match cette année? Je pense pas qu'il y en avait une tonne. Fait que si le gars est capable de défendre de la façon qu'il défend, puis qu'il est physique, puis qu'il est gros, puis qu'il joue pesant, puis qu'en plus il est capable d'amener de l'offense, c'est sûr que c'est un gars de top 4. Il pourrait devenir un joueur de première paire. C'est vraiment pas quelque chose qui est impossible, mais pour l'instant, de la façon que je l'ai vu, puis j'en ai vu des matchs des London Knights, que s'il y a une équipe que j'ai vue toute l'année, puis que j'ai écouté comme pratiquement, je sais pas, 50% de leurs matchs quasiment, c'est bien eux autres. Puis c'est ça. Oliver Bonk, selon moi, top 4. Possibilité de première paire, mais pour l'instant, vu que je pense qu'il y a plus de chances qu'il soit un top 4 qu'une première paire, fait qu'on va y mettre un 2. Fait que si on fait un petit somme là-dessus, égal somme, ça fait 13 points. Alright. On tombe à 2022. On va ouvrir la page de 2022 dans les prospects. Donnez-moi juste 30 secondes pour prendre une petite gorge d'eau parce que j'ai plus d'eau. Bon, excusez-moi, j'en avais besoin, je n'étais plus capable de parler. 2022, position. Oups, c'est pas la bonne année, ça. Comme ça, position défense. Alright, on y arrive, c'est bon. Donc, 2022, une très bonne année pour les défenseurs encore. Au numéro 2, dans le fond, les 6 premiers défenseurs qui ont été repêchés, là, au numéro 2, on a Simon Nemeth. Après ça, au numéro 6, on a David Jiricek. Au numéro 7, Kevin Korchinski. Au numéro 10, Pavel Mintyukov. Au numéro 12, Denton Mateychuk. Puis après ça, 18, Lion Bixel. Alright? Puis il y en a eu d'autres après, mais on peut pas les compter. Sinon, ça serait trop facile. Fait que, si on commence avec Simon Nemeth, à mon avis, Simon Nemeth, c'est un joueur de première paire. Je le voyais comme ça à son année de repêchage. Je le vois toujours comme ça. Il n'a pas été le plus constant, dans le fond, là, dans sa défense. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de... C'est un très bon patineur, puis c'est un joueur qui a besoin d'utiliser son patin pour être bon. Je pense pas qu'il peut... Il peut pas s'asseoir sur ses lauriers puis juste essayer de bouger la rondelle sans nécessairement d'utiliser quand je parlais son outil numéro 1 qui est son patin. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est un joueur de première paire, mais il y a un petit peu de chemin à faire pour s'y rendre. Mais cette année, je pense qu'il y a eu une très bonne saison, si je me trompe pas. Là. Quand même 19 points en 60 matchs dans sa première année dans son draft plus 1, draft plus 2. Fait que excellent. Après ça, puis dans le fond, on va aller voir eux autres. Qu'est-ce qu'ils pensent, les petits cap friendly? On écrit Nemeth. Simon Nemeth, 3 of 3. 79 P1. Donc, 79e percentile sur la première paire. Fait qu'on pourrait dire top 4. Dans le fond, c'est 79e percentile, la première paire. On pourrait dire que tu es probablement mieux placé sur un top 4 que sur la première paire. Mais, moi, à mon avis, je pense que... Tu veux dire... Si on me donne le choix, mettons, en Simon Nemeth ou David Rumbacker, Rumbacker, lui, était coté 85 P1, je prendrais Simon Nemeth, à mon avis. Fait que, c'est... Je trouve qu'il y a plus d'offense, il est plus dynamique avec la rondelle, puis je pense pas qu'il va défendre au même niveau que Rumbacker, mais en même temps, tu le perds avec un joueur qui est capable de défendre, puis c'est réglé. Mais il va être capable de bien défendre. C'est pas comme... encore une fois, je ramène toujours Zane Perek ou même Yakamchuk ou même Lev Shunov, des fois, qui n'est pas capable de défendre pantoute ou qui est juste parti ailleurs. Il est parti prendre une promenade dans la zone offensive pendant que le jeu se passe dans sa zone défensive. Fait que c'est ça. Fait que, Simon Nemeth, je pense que c'est un joueur qui va être très bon offensivement puis qui va être capable d'en donner assez défensivement
dans le fond, pour ne pas nuire à son équipe. Puis il va être capable de jouer justement là, ses 22, 23, 24 minutes par soir sur une première paire contre les meilleurs trios, à mon avis, parce qu'il va être capable de les suivre avec son patin sans aucun problème. Après ça, David Jiricek, je pense la même chose. Depuis son repêchage, je le vois comme un joueur de première paire. Je pense qu'il est encore capable de devenir un joueur de première paire. Si je ne me trompe pas, dans la Ligue américaine, il est quand même très bien fait en termes de points. On va juste aller cliquer sur lui. David Jiricek. On va aller voir ça. Dans la AHL, 19 points en 29 matchs. L'année passée, il avait eu 38 points en 55 matchs. Il fait très bien. Même dans la Ligue nationale, il a eu 10 points en 43 matchs. Puis il était moins 4 avec Columbus. C'est une équipe de bas de classement. Fait que, il est quand même bien fait, même si les moins, ça veut pas dire grand-chose. On s'entend que si t'es moins 4 sur Columbus, c'est quand même pas si pire. On s'entend. Ça pourrait être pire, admettons. Fait que, ouais, overall, en plus, c'est un joueur comme de 6 pieds 3, presque 200 livres, si je ne me trompe pas. Ouais, 209 livres. Fait que c'est un joueur qui est capable de jouer physique. C'est un joueur qui est très agressif offensivement, autant qu'il est très agressif défensivement. Un peu comme Lev Shunov, dans le sens là, que. Pas au même point, là, parce que Lev Shunov, lui, des fois, c'est un peu abusif. Mais David Jiricek, c'est un joueur qui n'a pas peur de sortir du jeu pour donner un gros coup d'épaule pour empêcher un joueur ou pour pincher. C'est un joueur qui n'a pas peur de s'aventurer de l'autre côté dans la zone offensive puis de descendre le long de la zone pour être capable de faire des jeux. C'est comme Lev Shunov, sauf que Lev Shunov, lui, est encore plus agressif. Fait que, mais je pense que Jiricek, dans le fond, il a le physique. C'est un meilleur patineur que je pensais que qu'est-ce qui était dans son année de repêchage. Son année de repêchage, j'avais un peu peur avec son patin. Puis en plus, il avait été blessé au genou, si je ne me trompe pas, dans son année de repêchage. Fait que j'avais encore plus de questions par rapport à son patin. Mais finalement, dans les games que j'ai vus dans la AHL, puis une ou deux games dans la NHL, son patin est correct. Fait que je pense que c'est plus une question de développement puis d'apprendre à faire des répétitions de jeu, là, un peu comme je disais avec Silaev un peu plus tôt. Là. Plus qu'il va faire des répétitions, parce que c'est pas un joueur de haut IQ, admettons, là, ou un joueur avec un sens du hockey extrêmement développé. Je pense que c'est un joueur qui est un peu plus simple au niveau de son sens du hockey, mais ces joueurs-là, souvent, c'est une question de répétition. Plus que tu vas répéter le même jeu souvent, plus que ce jeu-là va devenir, dans le fond, là, quand je pourrais dire, il va faire partie de ton ADN, puis tu vas être capable de l'exécuter sans même penser. C'est un peu ça. Si tu ramasses la rondelle en arrière du filet, puis tu as un joueur qui est trail back sur toi, dans le fond, il faut que tu apprennes à faire un petit semblant gauche-droite pour partir du côté, donner un petit espace, 2-3 coups de patin, puis on envoie la rondelle sur le premier joueur que tu vois qui est libre. Dans le fond, soit celui qui est en support proche, sur le long de l'aile, ou celui en plein milieu si tu tentes de risquer. Mais c'est plus que tu vas répéter ces jeux-là, plus que ces jeux-là vont devenir faciles à faire, puis plus que tu vas être capable de les faire sans penser, puis dans le fond, on vient éliminer un peu le hockey sense. Fait que, tu sais, les défenseurs qui ont des problèmes de hockey sense, pas des problèmes, parce que je peux pas dire que c'est un gars qui est. Mettons, sur mon échelle là, de 1 à 10, là, puis avec le 6 étant la moyenne, je le mettrais pas à 5. Là. Je le mettrais à 6 moyenne, admettons. Fait que c'est ça dans le fond. Fait que je pense qu'un joueur de première paire, il y a juste du travail à faire, plus de travail à faire, mettons, que comme Simon Nemec, qui lui, il a plus de hockey sense, il a plus de talent naturel, mais il est moins agressif dans la façon qu'il joue. Donc, il est comme plus proche de son ceiling que David Jiricek, mais David Jiricek a le même ceiling, si même pas plus, en étant plus gros, plus physique. Après ça, on a Kevin Korchinski, puis lui, je l'aime, ou je l'aimais, mais jamais autant que ça. Tu sais, jamais il a été repêché. Combien qu'on a dit, Kevin Korchinski? Je pense que c'était 7e. On va essayer de ça, on va aller checker ça. Ouais, c'est ça, 7e pour Kevin Korchinski. Là, c'est un peu poussé. Là, en tout cas, moi, je l'avais même pas dans mon top 10. Là. Si je me souviens de mon top 10 en tant que tel, là, j'avais, je pense que c'était Slavkovski, Nemec, Wright, Cooley, Jiricek, Miroshnichenko, Gauthier, Mateychuk, Yurov, Savoie. Si je me trompe pas, là, c'était ça mon top 10 en 2022, mais ça se peut que je me trompe aussi. Là. Mais je me souviens que j'avais les 3 défenseurs que j'avais dans mon top 10, c'était Nemec, c'était Jiricek, puis c'était Mateychuk. Fait que c'est ça. Ben, Korchinski a été pris au numéro 7. Je trouve le côté défense a toujours été un peu problématique, puis même son offense en tant que telle était pas
Pas qu'il était pas bon, mais j'avais un peu de la misère comme à transposer son offense dans la Ligue nationale. Tout. En tout cas, je sais pas comment le mettre en mots, là, mais jusqu'à date, même encore cette année, on est dans le draft plus tout, puis son offense en tant que tel, il a fait comme 15 points, si je me trompe pas. Ben, c'est ça qui est écrit ici, je veux voir si c'est tout cette année ou pas. Kevin Korchinski, ça 15 points en 76 matchs, donc 5 buts, 10 aides, 15 points. C'est pas mauvais pour un joueur pour ta première année dans quand je pourrais dire dans la Ligue nationale, excusez-moi, j'en perds mes mots. Mais c'est aussi pas excellent pour un joueur qui est surtout un joueur d'offense. La défense sera jamais sa force, même si c'est un joueur de 6 pieds 3, même si c'est un, je sais pas, il est comme 185 livres, c'est un joueur qui patine bien, qui utilise son bâton défensivement, mais c'est pas un joueur très très physique. Juste pas mon joueur préféré overall, mais comment je dis ça? C'est ça, c'est pas mon joueur préféré. Mais je pense que c'est un joueur de top 4, je pense pas que c'est un joueur de troisième paire quand même. C'est juste que son offense, je trouvais pas qu'elle se transposait tant que ça au niveau de la Ligue nationale, puis sa défense était déjà problématique. Fait que oui, ok, il y avait le gabarit, oui, il y avait eu des bonnes stats dans son année de repêchage. Je pense qu'il y avait plus qu'un point par match, puis au-dessus de 20 buts, une affaire comme ça. Fait que tu sais, c'était alléchant, mais c'est ça. Fait que Kevin Korchinski, on va lui donner un petit 2. On va juste aller ici. 2. Comme ça. On s'en va à Pavel Mintyukov. Pavel Mintyukov, selon moi, c'est un joueur de première paire. Puis je pense qu'il est déjà presque là. Parce que c'est un joueur qui, dans son année de repêchage, il y avait beaucoup de questions côté de sa défensive. Un peu comme Levchunov au début de l'année. Mais tu sais, ça s'est amélioré quand il jouait dans le junior, mais ça s'est amélioré aussi cette année. C'est un joueur qui est quand même relativement agressif côté défensif, fait qu'il peut sortir du jeu des fois, mais c'est un joueur qui joue comme un train. Il est très gros. Il est très gros. Il est gros, il est physique, il a pas peur de sortir du jeu pour le faire, il a le patin pour se rattraper. Offensivement, il a une belle vision. C'est un gars qui a des bonnes mains, il a un bon tir, il est capable de mettre la rondelle sur le filet pour des rebounds ou des flexions, whatever. Mais juste un bon joueur complet. S'il y a un joueur dans ça que je pourrais voir comme une star, dans ceux qui sont là en ce moment, je pense que ça serait Pavel Mintyukov. S'il continue de se développer de la façon qu'il s'est développé actuellement, je pense que Mintyukov, c'est lui qui a le plus de chances d'être une star dans tous ces joueurs-là, à mon avis. Mais pour l'instant, on va quand même le mettre à première paire parce que star, je pense que c'est un peu pousser la note un petit peu. Puis le but, c'est de rester quand même assez conservateur. Je veux pas. Il y a une raison pourquoi je mets Axel Sandin-Palika comme un top 4, ou que je mets Perek comme un top 4, ou Silaev comme un top 4, comme ça, c'est parce que je veux pas exagérer, je veux pas pousser la note, je veux pas faire en sorte que tous les défenseurs soient des premières paires puis des stars. C'est jamais comme ça. Fait que ça sera pas plus comme ça cette année. Fait qu'on passe au prochain. Et le prochain étant Denton Mateychuk, que lui, j'avais dans mon top 10, puis que j'avais pas raison. Mais c'est un top 4. C'est pas un mauvais joueur pour autant, mais c'est pas un gros joueur, même si c'est un joueur qui est quand même. Il est gros pour sa grandeur, un peu comme Suzuki, dans le fond, là, qui est comme 205 livres à 5 pieds 11. Ben, Mateychuk, il est presque là. Il est comme à presque 200 livres pour 5 pieds 11, même chose. On va aller voir, dans le fond. Ah, ben, je pense que je peux aller ici. Denton Mateychuk. C'est 5 pieds 11, 192 livres. C'est un gars qui patine très bien. C'est un gars qui a des très bonnes mains, qui a une bonne vision du jeu. 75 points en 72 matchs. Je pense pas que ça va être ça au niveau de la Ligue nationale. C'est un joueur qui va amener de l'offense définitivement. C'est un joueur qui va être capable de mettre sur le power play puis va être capable de faire le quarterback. Est-ce que c'est la meilleure option comme quarterback de ton power play? Je penserais pas. Mais c'est un joueur qui va être capable de bouger la rondelle pareil. Que ce soit de sa zone en breakout ou que ce soit au niveau de la zone offensive. Il est capable de bouger la rondelle, il est capable de bouger le long de la ligne bleue pour ouvrir les lignes de tir ou les lignes de passe. C'est un gars qui reconnaît bien les espaces aussi. S'il y a un espace libre, il est capable de voir l'espace, envoyer la puck dans l'espace pour qu'un joueur aille la chercher. Il lit bien le jeu. C'est un gars qui est intelligent sur la rondelle. C'est un gars qui est compétitif. Fait que même si. Le problème, c'est le fait qu'il n'est pas très gros. À 5 pieds 11, il n'y en a pas une tonne de défenseurs de 5 pieds 11 qui sont sur une première paire. Là.
Fait qu'on va limiter on va limiter les 5 pieds 11 à un top 4. Hein, mais je pense que c'est un joueur qui va être capable d'amener un 35-40 points peut-être au niveau de la Ligue nationale si tout va bien. Puis qui est capable de défendre, dans le fond, qui est capable de défendre convenablement. Je pense pas que sa force va être de défendre, mais c'est pas un mauvais défenseur en tant que tel, puis un bon patin, fait qu'il est capable de garder un bon gap avec les attaquants, il est capable de défendre le rush. C'est sûr, un coup que les équipes sont installées dans la zone, ça va être un petit peu plus complexe d'arrêter ça, mais il va pouvoir utiliser son bâton puis son patin pour essayer de couper les lignes de passe. Mais en dehors de ça, garder les joueurs sur l'extérieur ou essayer de les bloquer sur la board ou d'arrêter le cycle, ça risque d'être un peu plus compliqué. Puis c'est souvent le cas avec les joueurs de 5 pieds 11. Mais c'est ça. En bowling, je pense que top 4. Tu sais, encore une fois, dans une équipe compétitive, si tu as, mettons, Denton Matejchuk comme ton 4e défenseur, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Puis Columbus, tu sais, mettons, là, tu sais, Columbus, ils ont déjà Werenski pour l'offense. Ils ont déjà Juricek qui ont pris. Là, ils ont Denton Matejchuk. Tu sais, s'ils prennent, mettons, un autre joueur, là, comme... ils ont aussi Provorov, là, mais Provorov, va-tu rester, je ne sais pas. Mais mettons qu'ils se prennent un Silaev au 4e rang cette année. Ça, ça fait-tu un top 4 de fou? Je pense que ouais. Matejchuk, c'est quoi? C'est un droitier ou un gaucher? Ah, ouais, on va voir. C'est un gaucher. Je sais pas. On verra bien ce qu'ils vont faire, mais de toute façon, top 4. Je pense pas que c'est un joueur de première paire. Lian Bixel, même chose. Je pense que dû à sa grosseur, je pense qu'il est 6 pieds 6, un enfant comme ça, puis 220 livres ou whatever. On va aller voir. Là. C'est un très gros joueur. C'est un joueur qui bouge bien pour sa grandeur, sa grosseur. C'est ça. Je suis à la bonne place? Non, je suis pas à la bonne place. Tiens. Lian Bixel. Comme ça. Ben, il ne sera jamais un joueur offensif. Hein. Liam Bixel, ça a toujours été un joueur qui était défensif, ça a toujours été un joueur qui était grand, qui était gros, qui était fort, puis qui avait une bonne mobilité quand même, sans être nécessairement un excellent patineur. C'est pas un Silaev ou un Simachev, mettons. Mais c'est ça. Sa force va être dans la défense en tant que telle, mais en même temps, là, il s'en va à Dallas, puis Dallas, ils ont déjà... Ils ont déjà Escanen qui est capable de faire plein de points puis qui est capable de tout faire. C'est un des meilleurs défenseurs dans les nationales. Puis ils ont aussi Harley qui est capable de faire plein de points aussi. Fait qu'ici, 4 points en 29 matchs dans la SHL. Puis 7 points en 16 matchs dans la AHF. Fait qu'on on peut quasiment voir que c'est un joueur qui est meilleur pour jouer avec de l'espace en espace restreint avec 7 points en 16 matchs ou 4 points en 29. Mais c'est trop petit comme échantillon pour être capable de tirer cette conclusion-là. Mais juste avec sa défense, sa grandeur, puis son patin, puis dans le fond, juste ses forces en tant que telles, je pense que c'est assez pour dire que c'est un joueur de futur top 4. Mais tu sais, je pense pas que c'est un numéro 3. Je pense que c'est le 4e. C'est le genre de joueur que tu vas mettre avec un défenseur qui a plus d'offense, pas capable de bouger la rondelle, ou que lui, au moins, si, admettons, il est bloqué ou il y a trop de pression sur lui, puis il est pas capable de sortir la rondelle parce qu'il n'a pas les mains pour, il n'a pas les puck skills pour, il n'a pas le patinage pour, mais il est capable de juste envoyer la rondelle de l'autre côté au défenseur un peu plus offensif qui, lui, va être capable de la sortir. Fait que, c'est ça. Liam Bixel, top 4, mais plus comme un 4e défenseur qu'un 3e défenseur. C'est plus le défensif au lieu d'être l'offensif, dans le fond, ou le two-way. Parce que je pense pas que c'est un two-way. Puis ça, si on somme ça, 15 points. Fait que, si on regarde ça, dans le fond, jusqu'à là, en 2024, on a 16 points. En 2023, on a 13 points. Puis en 2022, on a 15 points. Fait que 2022 serait, dans le fond, la 2e. Puis je pense que c'était déjà vu de même un peu au niveau du repêchage. Tout le monde avait déjà Simon Nemec, David Juricek super haut. Tout le monde avait Kevin Korchinski, Mintyukov dans le top 15. Fait que, après ça, c'est juste de voir comment que tout le monde va se développer. Mais je pense que ça faisait déjà du sens. Tu en avais 4 qui étaient des top 15 assurés. C'est juste que cette année, tu en as comme 6 qui pourraient être dans le top 10. À suivre. Le prochain, 2021, l'année COVID. Ouais, c'est ça. Fait que Owen Powers qui avait été repêché numéro 1. On va juste ouvrir la page de Elite Prospect pour que je puisse voir tout ça comme il faut. 2021.
Défenseur. Petite gorgée d'eau. Et voilà. Bon. Donc, on avait Owen Powers, numéro 1. Luke Hughes, au 4e rang. Simon Edvinson, 6e rang. Brent Clark, 8e rang. Corson Kuhlman, 25e rang. Et Carson Lambos, au 26e rang. Fait que, c'est ça. Pas la meilleure des années. Ben, malgré, c'est quand même pas super. OK, Owen Powers. Owen Powers, je pense que c'est un défenseur de première paire. Je pense pas que c'est une star. Même s'il a été pris first overall, je pense pas qu'il va jamais être une star. C'est un joueur qui va être capable de créer des points, qui va être capable de créer de l'offense, qui est capable de bouger la rondelle. Il patine bien. Le gars, il fait comme 6 pieds 6, 200, quelques livres. Tu sais, un défenseur de première paire qui est capable de tout faire bien sur la rondelle, mais qui fait rien d'excellent. C'est un gros joueur, mais c'est pas un joueur physique. C'est un joueur qui patine très bien, qui est capable de défendre, mais c'est pas le meilleur des défenseurs. C'est un joueur qui a de l'offense, mais c'est pas le meilleur joueur offensif non plus. Même si on fait juste prendre ses points, qui sont quand même bons ses points, mais c'est pas... ce qu'on a là, je pense que c'est un peu... Pas nécessairement ce qu'on va avoir au pic, là, parce que c'est sûr que la défense va s'améliorer et tout le kit, mais... la page refuse de s'ouvrir. Ça sera pas trop long. On va juste attendre que ça s'ouvre. Bon, c'était pas facile. Fait que 33 points en 76 matchs. Si je m'attends à ce que Owen Powers soit un joueur, mettons, 40-45 points, je pense pas que c'est un joueur de 30 points. Il est quand même plus habile que ça avec la rondelle. Mais je pense pas que c'est un joueur de 60 points non plus, à moins qu'il y ait une excellente saison à un moment donné. Mais je pense que la constante va être plus dans le coin de 40-45 points, avec un jeu défensif qui est quand même convenable, qui est bon, mais ça reste un joueur qui est pas très très physique pour sa grosseur, mais qui patine bien, puis qui est capable de très bien jouer dans les deux sens. Fait qu'un joueur de première paire, mais sans être une star parce que c'est ça, il n'a pas les attributs d'une star. Il joue pas comme s'il voulait être une star. Après ça, on a Luke Hughes. Puis Luke Hughes, c'en est un pour qui j'ai un peu de débat, si on veut, là, parce que le problème avec Luke Hughes, c'est qu'il est excellent défensivement. Cette année, c'est sa première année dans la Ligue nationale, puis il a fait comme 40 quelques points. Là. On va les voir tout de suite. Là. Luke Hughes, c'est ça. Fait 47 points en 82 matchs. Fait que c'est excellent comme production offensive. Le problème avec Luke Hughes a toujours été la défensive, puis je pense que ça va continuer d'être la défensive. Ça se peut très bien qu'il mature puis il devienne un excellent défenseur aussi au côté de la défense, mais il est très agressif puis il prend des risques. En transition, autant que dans la zone offensive, c'est un joueur qui est très, très, très risqué. Fait que ça se peut que ce soit un peu compliqué pour lui de défendre adéquatement au niveau de la Ligue nationale. Pour ça, Luke Hughes, je vais le mettre dans le top 4, même si au début de l'année, c'est un joueur que j'avais comme un de mes défenseurs préférés. Que je l'avais-tu numéro 1? Je m'en souviens même pas si je l'avais numéro 1, mais ça ne devait pas être bien loin de ça. Mais là, je vais le mettre comme un top 4 parce que c'est vraiment juste la défense. Parce que l'offense, je sais qu'il va y arriver en côté offense, mais il m'a l'air du type de joueur que tu as besoin d'un défenseur plus défensif à ses côtés pour que lui il soit laissé lousse pour être capable de faire ses points. Parce que c'est pas un gars de jeu simple, c'est pas un gars qui va faire ses points à la Parek, dans le fond, là, juste avec du positionnement puis être à bonne place au bon moment. C'est un gars qui a besoin d'avoir la rondelle sur son bâton, qui a besoin de patiner avec, qui a besoin de la transitionner, faire le breakout par lui-même, puis d'amener ça dans la zone offensive, puis de faire ses jeux là, comme ça. Fait que je pense que lui, il a besoin de quelqu'un en arrière qui reste un peu en arrière, justement, pour défendre les 2 contre 1 qui vont se faire, ou les 3 contre 2 avec un joueur d'avant qui joue au défenseur. Fait que c'est ça. Mais son offense va définitivement... quand je pourrais dire... son offense va valoir la chandelle. Même s'il va avoir des lacunes au côté défensif, puis que son agressivité va faire en sorte qu'il va être pris dans le côté offensif pendant que le jeu il se transmet du côté défensif. Son offense va valoir la chandelle, va valoir la peine pareil. C'est juste que
c'est ça. Il va créer des problèmes pour son équipe un peu. Puis c'est souvent comme ça avec les joueurs qui sont vraiment offensifs, mais il a toujours été comme ça. Quand il jouait à Michigan, il était pas plus défensif. Là. Il était un 4e attaquant en tout temps. Fait que c'est ça. Après ça, on a Simon & Vincent. Simon & Vincent, selon moi, écoute, dans la version anglaise, c'est le seul joueur que j'y ai donné 1.5 parce que j'étais juste pas sûr quoi faire avec. Est-ce que c'est un joueur de première paire? Est-ce que c'est un joueur de top 4? Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il a le potentiel d'être un joueur de première paire. Puis en même temps, quand je regarde ça, je me dis que un top 4, c'est comme trop bas pour son habilité. First, c'est un joueur qui voit bien le jeu, c'est un joueur qui est grand, c'est un joueur qui est gros, c'est un joueur qui est fort, c'est un joueur qui a un bon patin pour son gabarit, même plus que juste pour son gabarit. Si on va ici, puis on regarde sa production, il a joué les 2 dernières années, je pense, dans la AHL. C'est ça. Fait que AHL, 30 points en 54 matchs cette année. Puis l'année passée, 27 points en 52 matchs. Fait que très similaire en termes de production. Puis quand il a joué au niveau de la Ligue nationale, il a eu 2 points en 16 matchs. Puis il a joué quand même presque une vingtaine de minutes par match. Là. À part ces 2 derniers matchs contre le Canadien, qui a joué 15 minutes. Tout le reste, il a joué comme 20 minutes, 19 minutes, 18 minutes, 20 minutes. Fait que, il y a eu du temps de jeu là, pour produire. Il a juste pas produit. Fait que, est-ce que l'offense va s'amener, même au niveau de la Ligue américaine, oui, il a mis une coupe de points sur le board là, avec 30 points en 54 matchs, qui est vraiment pas mauvais. Sauf, ça se voit que c'est pas sa force. Hein. C'est ça. C'est pas sa force, l'offense. Mais tu sais, moi je le vois comme un joueur qui va amener, mettons, comme 35 points. Peut-être au niveau de la Ligue nationale, peut-être qu'il va avoir une coupe de bonne année à 40-45, mais je vois comme un défenseur de comme 35-40 points, une affaire comme ça, mais qui va être excellent défensivement. Puis c'est un gros joueur, là, si je ne me trompe pas, il fait comme moi ça. 6 pieds 6, 216 livres, fait qu'il prend de la place à sa patinoire. Le type de joueur qui, un coup que tu es dans. Tu sais, oui, il va t'aider toute l'année, évidemment, parce que ça va être un bon défenseur. Mais dans les playoffs, t'as un défenseur de 6 pieds 6, 216 livres qui est capable de protéger le milieu, qui est capable de box out le net, qui est capable de aussi jouer en offense, qui est capable de faire une bonne transition de rondelle simple et rapide, qui est capable de patiner avec la rondelle, qui est capable d'évader la pression. Tu sais, un joueur qui est capable de tout faire à un bon niveau puis qui va défendre à un très bon niveau. C'est juste que je pense pas que l'offense va jamais être quelque chose d'exceptionnel. Mais je pense que c'est un joueur qui a assez pour devenir un joueur de première paire, mais en même temps, j'ai des doutes. Fait qu'à cause de ça, c'est un 2.5. Puis c'est le seul joueur que j'avais trop de misère à classer, fait que j'ai donné un 2.5, puis ça reste un 2.5. Ça va être ça. Au numéro 4, c'est Brent Clark. Puis Brent Clark, ben, il sera jamais plus qu'un top 4 à mon avis. Puis, tu sais, je parle avec certitude, là, mais je parle jamais avec certitude en réalité. C'est juste... Je vois pas comment qu'un joueur qui a autant de déficiences défensives puis de déficiences dans son patin peut arriver à jouer constamment contre la première ligne de l'autre côté. Comment ce gars-là, il va jouer 21, 22, 23, 24 minutes par soir puis réussir à défendre au niveau de la Ligue nationale. T'sais, déjà, mettons, on prend... Je sais quand je fais le podcast en français, la majorité, ça va être des fans des Canadiens parce qu'il n'y a pas une tonne de fans dans d'autres équipes qui parlent en français. T'sais, si on compare, mettons, avec Mike Matheson. Mike Matheson, c'est un joueur qui est très, très, très offensif, on s'entend. Fait que tu peux vivre avec les erreurs de Mike Matheson parce qu'il t'amène beaucoup, beaucoup d'offense à 5 contre 5, puis sur le powerplay, même si le powerplay, c'est un petit peu... je me pose des questions des fois si c'est la bonne personne pour le powerplay, mais peu importe, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de parler de Mike Matheson. C'est juste de dire que même s'il fait des erreurs parce qu'il a toujours la rondelle, puis c'est notre premier défenseur, puis c'est lui, dans le fond, qui s'occupe de faire la transition, puis c'est lui qui est dans la zone offensive, puis c'est lui qui fait le rover, dans le fond, qui joue au 4e attaquant quand on arrive dans la zone offensive. C'est sûr qu'il va y avoir des erreurs, puis c'est sûr que des fois, il va être pris dans la zone offensive pendant que le jeu transitionne de l'autre côté. Mais la différence, c'est que c'est un patineur exceptionnel. Fait que même si on fait des erreurs, puis on s'entend, là, il fait des erreurs, puis le monde il chiale sur lui comme ça n'a aucun sens, puis on devrait l'échanger pour un choix de 20e, le 20e choix, quand il vaut bien plus que ça pour nous. Ben Brent Clark, c'est la même chose, il va faire une tonne d'erreurs de la même façon, sauf qu'il n'y aura jamais le patin pour revenir. Puis il n'y aura jamais le patin aussi pour même défendre le rush. Tu donnes la rondelle à McKinnon, là.
puis demande à Brent Clark de défendre ça, il va faire quoi? Brent Clark va être un. va être un. Tu sais, j'aime pas ça dire ça, mais ça va être carrément un cône orange. Pour les bons patineurs de la Ligue nationale, Brent Clark va être un cône orange parce que first, son pivot est vraiment pas excellent. Son patin arrière est vraiment pas excellent. Sa manœuvrabilité, dans le fond, dans les 4 directions est pas excellente. Puis son patin par en avant est pas excellent. Fait qu'il y a juste. C'est pas un bon patineur. Il est très penché par en avant aussi quand il patine. Fait que ça fait en sorte qu'il va encore moins vite qu'il devrait aller parce que sa posture est juste pas bonne. Mais côté offensif, sa vision est excellente. Il a un bon tir. C'est un gars qui a produit à tous les niveaux. Il a été repêché dans le top 10. Là. Il a été repêché au numéro 8. Fait que, il y a beaucoup de potentiel offensif, mais c'est que lui, ses erreurs, il ne pourra jamais les réparer. Il n'aura jamais la capacité de les réparer. Rendu au ski, est-ce que son patin va assez s'améliorer pour... c'est ça. J'ai un peu de misère avec Brent Clark. J'aime ce qu'il est capable d'amener à l'offense, puis je trouve que si c'était pas de son patin, il serait capable de défendre. C'est un gars qui est quand même relativement intelligent, fait qu'il serait capable de bien se placer, puis de bien défendre la zone défensive, puis se mettre dans les lignes de passe, puis bien jouer avec son positionnement, mais il est pas capable de suivre le jeu. Fait qu'on va voir, mais tu sais, en termes de production, cette année, il a fait quoi? On va aller voir ça pendant que j'en parle. Côté production, on a Brent Clark ici. Brent Clark, ok. Donc, 6 pieds 2. On a 46 points en 50 matchs dans la Ligue américaine. Fait que tu sais, c'est excellent en termes de production. 46 points en 50 matchs, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Sauf que c'est ça. Est-ce que la défensive, tantôt on parlait de Luke Hughes, que la défensive est un problème, mais Luke Hughes, c'est un patineur élite. Brent Clark, il a les mêmes problèmes en défensive, mais en plus, il n'y a pas de patin. Fait que c'est ça. Fait que top 4 au maximum, à mon avis, mais c'est un gars qui va être capable de mettre sur le power play, puis qui va être capable de déployer quand il va y avoir des mises au jeu en zone offensive. Mais that's it. Est-ce qu'il va être déployé en zone défensive? Je pense que c'est un gars qui va être déployé on the fly, puis en zone offensive, puis that's it. Fait que j'ai déjà mis ses points, c'est bon. Prochain, Corson Kuhlman. Je pense que c'est un défenseur de troisième paire, puis il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, mais on va juste aller voir ici. Corson Kuhlman. Juste ici, 30 secondes. Corson Kuhlman. Alright. Deuxième paire, 76e pourcentile. Ça, c'est dans le fond, c'est leur projection à eux autres. Moi, ma projection, c'est troisième paire. En termes de production, là, ça n'a jamais été un joueur très, très offensif, même s'il a quand même bien fait, là, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Ouais. Les 2 dernières années dans la NCAA, il avait fait 22 points en 34 matchs, puis 23 points en 33 matchs. Fait quand même très similaire. C'était quand même pas mauvais pour l'Université du Wisconsin. Puis cette année, il y a 12 points en 47 matchs dans la Ligue américaine, qui est correct sans plus. Mais ça n'a jamais été un joueur qui était vu comme un joueur offensif de toute façon. C'est un joueur qui est plus défensif qu'offensif. Mais ça qui arrive, c'est que c'est un joueur qui va pouvoir défendre, mais c'est pas comme si c'est un joueur qui est excellent défensivement ou qui est ultra physique ou que sa qualité de joueur en transition est exceptionnelle, quelque chose comme ça. C'est un joueur un peu comme l'autre que je disais tantôt qui est un peu vanille. Côté offense, il n'amènera pas grand-chose. Côté défendre, il va pouvoir très bien défendre. Mais encore une fois, si tu compétitionnes dans les playoffs, c'est le type de joueur que tu veux sur ta troisième paire. Dans ton top 4, à moins qu'il soit pairé avec un gars extrêmement offensif, je vois pas vraiment son utilité dans un top 4. Fait que, on lui donne un 1. Puis c'est la même chose pour l'autre ici, qui est juste après, qui est... Carson Lambos. C'est la même chose. Un autre défenseur qui va être plus offensif. Un joueur qui, du monde, avant son repêchage, qui avait l'air de s'enligner vers être un très bon défenseur pour son année de repêchage. Puis finalement, l'offense, elle n'a jamais suivi, si on veut, dans le fond, avec Carson Lambos, fait qu'il est devenu le défenseur qu'il est devenu aujourd'hui. Puis ça fait en sorte que c'est un défenseur en mode troisième paire aussi. Puis tiens, on va aller voir ici. Là. Même chose, on va écrire Lambos. Ah ben, ils l'ont même pas. Fait que pas de scouting report sur Lambos. Mais de toute façon, c'est un joueur de troisième paire. C'est un joueur qui a quand même un bon gabarit, mais qui va défendre puis qui va garder peut-être
transitionner le jeu, mais ça s'arrête pas mal. Là. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est de 2021. Si on somme ça, on est à 11.5. Oui. C'est sûr que là-dedans, tu rajoutes un point, mettons, à Lucius qui devient un défenseur première paire parce que Lucius, il va probablement jouer sur une première paire, mais c'est le type de joueur qui va avoir besoin d'un certain joueur pour jouer avec lui. En fait, c'est pas un vrai défenseur de première paire. C'est un joueur qui est capable de produire comme un défenseur de première paire, mais qui a besoin d'un certain type de défenseur avec lui pour réparer les erreurs qu'il va faire. C'est-à-dire un vrai défenseur de première paire, mettons, on prend un joueur comme mettons Simon Nemec ici ou Pavel Mintyukov. C'est des joueurs qui vont être capables, ou même Owen Powers ici, c'est des joueurs qui vont être capables de faire, qui n'ont pas besoin d'avoir un joueur plus défensif ou plus offensif avec eux. Des joueurs qui vont être capables de jouer la rondelle dans les deux sens de la rondelle. T'sais, ils n'ont pas besoin d'être jumelés à quelqu'un de très défensif ou quelqu'un de très offensif pour, dans le fond, pour à cause de leurs lacunes. Ouais, c'est ça. Lucius, lui, il a besoin de quelqu'un. Fait qu'à cause de ça, c'est quelqu'un que je vais mettre comme un top 4, mais tu sais, il pourrait avoir 3 points. Même chose pour Simon Edvinsson, il pourrait avoir 3 points. Fait que ça l'amènerait un petit peu plus haut, mais même à ça, ça l'amènerait pas en deuxième position. Fait que 2021, une année correcte. Après ça, 2020. On va aller ouvrir ça. 2020. Comme ça. Position. Comme ça. Alright. Donc, le premier, c'est Jake Sanderson. Puis Jake Sanderson, c'est un défenseur que j'adore. Personnellement, là, je l'adore. Fait que lui, non seulement c'est un défenseur de première paire, à mon avis, c'est aussi un défenseur qui a le potentiel d'être une star. C'est juste que je pense pas qu'il va. Je pense pas qu'il va jamais être une star dans le sens qu'il va faire 70 points en plus de défendre super bien. Je pense que c'est un joueur qui a le patin et qui a l'intelligence pour créer beaucoup à l'attaque, qui va jouer, qui va faire des 40, 45, 50, 55 points, mais qui défensivement va être capable de jouer contre les meilleurs joueurs de la Ligue nationale soir après soir sans aucun problème. Fait que, non seulement c'est un joueur de première paire, mais c'est un joueur numéro 1, puis c'est un joueur qui, selon moi, si tu es capable de franchir les 50 points, je pense qu'on peut dire que tu es assez proche d'être une star. Là. Fait que je pense que s'il y a un joueur qui peut être une star dans la liste qui est juste là, ça va être Jake Sanderson. Puis Jake Sanderson, si on va ici, je suis pas mal sûr qu'il est rated comme ça. Sanderson. Jake Sanderson, c'est ça. 90 P1. Fait que, dans le fond, il est vu dans le 90e percentile de la première paire. Fait que, c'est ça. C'est excellent. Puis, en termes de production, cette année, il y a eu quoi, là? Il y a eu 38 points en 79 matchs dans sa deuxième année dans la Ligue nationale. Fait que, c'est 40 points dans le fond pratiquement là, à sa deuxième année, c'est excellent. T'sais. On peut se dire que ce gars-là, il va atteindre le 50 points presque assurément. Puis c'est juste un excellent défenseur, un excellent patineur, excellent des deux côtés de la rondelle. Fait que, une star, à mon avis, du moins c'est lui qui a le plus de chances d'être une star dans tout ça. Après ça, on a Jamie Drysdale. Puis Jamie Drysdale, je pense qu'on peut dire que c'est un joueur de top 4. Je pense pas qu'on peut dire que c'est un joueur de première paire. Parce que non seulement c'est un petit joueur, mais c'est un joueur sur qui, probablement, quand Anaheim l'ont pris, probablement qu'ils comptaient sur lui pour devenir un joueur plus offensif qu'il est devenu. Mais avec les blessures et toute l'équipe, ça a fait en sorte qu'il n'est pas devenu ce joueur-là. Puis il n'est pas assez gros, puis il n'est pas assez bon défensivement pour vraiment. Tu sais, quand je pourrais dire. Il est juste pas assez bon défensivement pour dire que c'est un joueur de première paire parce qu'il n'amène pas assez d'offense pour ça. Mais c'est pas un mauvais défenseur. C'est un excellent patineur. Ce gars-là, il patine de reculons aussi bien qu'il patine par en avant, puis il va aussi vite de reculons que n'importe quel joueur de la Ligue nationale par en avant quasiment. Là. Sauf que sa défense sera jamais assez bonne, elle sera jamais assez physique, puis il va jamais couvrir assez de glace pour être capable de dire que c'est un défenseur de première paire côté défense. Puis là, son offense n'est pas assez bonne pour dire que ça vient, dans le fond, corriger le gap, si on veut. Là. Fait que, si on vérifie ses points juste ici. Ben long, Elite Prospect aujourd'hui. Ce sera pas bien long. On va y arriver. Il faut attendre qu'il y ait le prospect qui s'ouvre.
Bon, on l'a eu. Ça, je disais 5 pieds 11, 185 livres. Fait que c'est pas un gros défenseur. Puis là, cette année, il a fait 5 points en 10 matchs à Anaheim, puis il a fait 5 points en 24 matchs avec les Flyers. L'année passée, il a joué 8 matchs. 0 points, OK. L'année d'avant, il a joué 81 matchs, il a fait 32 points. Fait que ça, c'est quand même très bon parce que c'était sa première vraie saison dans la Ligue nationale. Puis l'année d'avant, il avait fait 8 points en 24 matchs, qui était quand même très bon aussi, considérant que c'était sa premier comme, tiers de saison dans la Ligue nationale. Fait que, c'est un gars qui a été repêché en 2020, là, fait que ça fait quand même 4 ans. Il est rendu à 22 ans. On voudrait voir plus que ça. C'est sûr que l'année d'ici, la 2021-2022, qui a eu 32 points en 81 matchs, est quand même, quand je pourrais dire, elle donne un certain espoir aux Flyers, si on veut. Là. Mais je pense qu'il ne faut pas se faire dégager. Je pense que les blessures l'ont ralenti. Puis je pense pas qu'il va. Il n'a jamais été un joueur ultra dynamique. Là. Même dans la ligue de l'Ontario, là. Oui, c'était un joueur top 10, ok, je peux comprendre, mais c'était pas un joueur qui était ultra dynamique avec la rondelle. On compare, mettons, avec un joueur qui avait été repêché l'année d'avant, Bowen Byram. Bowen Byram, il est sorti top 4, lui, il est sorti top 6, mais n'empêche que Bowen Byram était bien plus dynamique avec la rondelle que Drysdale pourrait jamais l'être. Puis en plus d'être plus gros puis d'être beaucoup plus compétitif. Fait que Drysdale, pas un mauvais joueur pour autant, mais type de joueur que tu veux sur ton top 4 et non sur ta première paire. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est de Drysdale. Drysdale, oui, je l'ai déjà mis. Puis là, Kaden Guhle, c'est un défenseur de première paire, all day, every day. Je pense pas que Kaden Guhle, c'est pas une star. Je pense pas qu'il y a définitivement pas les puck skills ou la production offensive pour être une star, mais c'est un défenseur qui peut défendre contre n'importe qui dans la Ligue nationale. C'est sûr, cette année, il y a eu des périodes qui ont été un petit peu plus difficiles. Il y a eu un bon stretch là, où ce que défendre, c'était rendu compliqué. Puis l'offense, ben, ça n'a jamais été une grosse partie de sa game de toute façon. Je pense qu'il y en a plus que qu'est-ce qu'il a donné. Parce que si on va voir sa production offensive cette année, c'est quand même assez ordinaire. On va encore attendre qu'il y ait le prospect ouvre. Ça fait 22 points en 70 matchs. Fait que on s'entend que c'est pas... c'est pas vargeux, mettons. Là. C'est correct en plus. Je m'attends à ce que Goulet soit un joueur de 35 points dans la Ligue nationale, quelque chose comme ça. Peut-être qu'une couple d'années, il va atteindre le 40 points. Mais c'est un joueur qui va défendre tellement bien puis qui patine tellement bien que c'est un joueur que tu veux sur ta première paire. Puis généralement, il devrait être pairé avec un joueur qui est un peu plus offensif. C'est un de ces joueurs-là, justement, qui généralement, tu voudrais avoir. Tu veux avoir ta première paire, mais en même temps, tu veux donner un petit boost offensif en lui donnant un joueur qui est plus offensif à ses côtés. Fait, à lui tout seul, je pense qu'il est capable de jouer sur une première paire, mais il a besoin d'un petit peu d'aide pour l'amener à un niveau supérieur. C'est une des raisons pourquoi, dans le fond, que entre Jake Sanderson et Kaden Guhle, je pense que Jake Sanderson a le potentiel d'être une star, tandis que Kaden Guhle n'a pas le potentiel d'être une star. Mais, eux autres, c'est Sanderson 90 P1. Puis si on va sur Kaden Guhle, comme ça, il y a exactement le même rating. Fait que dans le fond, ces deux-là devraient être ratés de la même façon, mais évidemment, moi, à mon opinion, non. Je pense pas qu'il ne doit pas avoir grand monde qui écoute du hockey et qui se dit que Kaden Guhle et Jake Sanderson ont le même plafond ou que c'est des joueurs qui sont égales, mais selon eux autres, oui. Puis écoute, ça se peut très bien que ça finisse comme ça, sauf que moi, de mon opinion à moi, je pense pas que non. Ben, je pense que non, tout simplement. Après ça, Braden Schneider, un joueur que j'aimais bien dans son repêchage, un joueur physique, méchant. Pas une tonne de points, je me trompe pas. Il est un peu comme Guhle en termes de production. Ouais, ça, 19 points en 82 matchs, fait qu'encore moins que Guhle. Pendant les séries, là, il y a comme 2 points en 13 matchs, fait que c'est encore moins. Puis je pense pas que ça va jamais être un joueur avec beaucoup d'offense. Mais c'est un joueur qui est mobile, c'est un joueur qui est gros, c'est un joueur qui est physique, c'est un joueur qui est méchant, puis c'est un joueur qui défend bien. Définitivement un joueur que tu peux avoir dans ton top 4. C'est pas un joueur de troisième paire, puis c'est ça. Je pense que c'est assez simple. Je pense que même si on va voir, là, tant qu'on va dans ici, puis qu'on va dans lines.
comme ça, puis qu'on va... Là, ça c'est playoff. On va aller voir New York Rangers. New York Rangers. On va mettre Defensive Pairs Only. Fait que là, dans le fond, Gustafsson avec Fox, Gustafsson avec Trouba, Schneider avec Miller, Schneider avec Gustafsson. Ouais, ok. Ça me dit pas grand-chose. Mais tout ça pour dire que finalement, Braden Schneider, c'est un joueur de top 4. Puis c'est ça. C'est pas un joueur de première paire, puis c'est un joueur qui, je pense, un peu trop bon pour être sur une troisième paire. Si ce joueur-là est sur ta troisième paire, c'est que tu as une défense de feu. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on passe au prochain. Shakir Mukhamadoulin ou Mukhamadoulin. Ouais, c'est ça. Mukhamadoulin. Un bon défenseur. Un gros défenseur. Il avait quoi comme production? Ça, 6 pieds 4, 190 livres. 34 points en 55 matchs dans la Ligue américaine. Fait quand même une très bonne production. Un joueur quand même un peu à risque, là, si on veut. Là, c'est... il est très agressif des deux côtés de la rondelle, lui aussi, dans le fond. Là, fait que, mais je pense que c'est un joueur qui a trop de talent, puis il a trop athlétique, puis trop de talent pour ne pas être un joueur de top 4. Évidemment, ça se peut très bien qu'il finisse pas par être un joueur de top 4, mais la projection pour Mukhamadoulin, c'est définitivement un joueur de top 4. Donc, on va lui donner un petit 2. Puis Justin Barron, lui, c'est un joueur de troisième paire, à mon avis, dans ce cas de plus en plus. Comme je disais dans la version anglophone un petit peu plus tôt, Justin Barron, dans le fond, c'est un joueur qui... Comment on pourrait dire ça? C'est un joueur qui, 20% du temps, ressemble à un joueur de top 4 parce qu'il joue avec une certaine physicalité, puis il utilise son patin, puis il bloque les lignes de passe, puis il pin le monde sur le monde. Il pin les joueurs le long des boards, puis il joue comme il a envie de gagner. Mais 80% du temps, comme il sert à pas grand-chose. Il est capable de défendre au niveau de la Ligue nationale, puis il est capable de relancer la rondelle au niveau de la Ligue nationale, puis même de créer de l'offense, puis un bon tir au niveau de la Ligue nationale. Sauf que 80% du temps, il joue comme si il est là par parure. Il défend pas avec... Il défend pas comme s'il a besoin de défendre pour survivre. Il a comme pas cette combativité-là. Il joue pas... C'est ça que je cherchais. Il joue pas avec combativité. Puis, tu sais, ça se peut que là, l'année prochaine, il arrive, puis il veut tout manger, puis il joue avec la combativité match après match, puis finalement, ce gars-là, c'est un top 4, parce qu'il a le talent pour être un top 4. Il a le patin pour être un top 4, il a la grosseur pour être un top 4, il a la force, mais il l'utilise pas comme qu'il faudrait qu'il l'utilise pour être un top 4. Fait que jusqu'à date, sa projection s'enligne beaucoup plus vers troisième paire que top 4, mais c'est un joueur qui a le talent pour s'y rendre. Mais n'empêche que le talent, c'est pas assez, il faut que tu aies la combativité pour t'y rendre. Puis jusqu'à date, il démontre que 80% du temps, la combativité, il l'a pas. Fait qu'on le met comme un troisième paire. Fait que si on somme, égale somme, égale somme, 14 points. Fait que on a une star, une première paire, 3 top 4, puis une troisième paire en Justin Barron. Puis là, en 2020, en plus, c'est ça, on check ça. Là. Donc, on fait game played. Braden Schneider, Jackson Anderson, Drysdale, Gooley, Barron. Après ça, tu as Brock Faber, qui a lui 47 points en 84 matchs au total. Isaac Phillips, pas mauvais. Mason Lohrei à Boston, qui est quand même bon, ou du moins qui a un potentiel quand même bon. Je suis pas sûr que c'est un top 4. Là. Je pense que le côté hockey sense est un petit peu déficient, mais déficient. Je veux pas dire qu'il est déficient, là, mais juste moins bon en général. Mais c'est ça. Écoute, si on fait, mettons, au lieu de rating comme ça, non, overall, comme ça. Fait que là, dans le fond, ici, excuse-moi, je suis comme perdu dans mes affaires, là. Fait qu'il y a Brock Faber qui est dans la deuxième ronde, puis il y avait aussi Nikita Nikishin. Non, pas Nikita, Alexander Nikishin, non? Ouais, c'est ça. Nikishin dans la troisième ronde. Tu sais, quand on regarde ça, là, Sanderson puis Kaden Gooley qui sont des joueurs de première paire, c'est sûr que Brock Faber, c'est un joueur de première paire, on s'entend. Puis les chances sont que Alexander Nikishin, c'est un joueur de première paire aussi. Fait que ça fait 3 joueurs de première paire, puis ça se peut très bien que là-dedans, il y a 1 ou 2 stars. Tu sais, je sais pas si Brock Faber... C'est dur à dire parce que son jeu est tellement... Son jeu est simple, mais son jeu est efficient. Il est bon avec la rondelle, il est bon sans la rondelle, il défend
super bien, puis il transitionne la rondelle super bien. Puis un coup dans la zone offensive, ben, il est capable de bouger la rondelle pour faire des points, mais c'est pas un gars qui est dynamique avec la rondelle. Tu sais, c'est le contraire de Alexander Nikishin. Lui, c'est un joueur qui est gros, il fait comme 6 pieds 3, 215 livres, un enfant de main. Il patine relativement bien, il frappe fort, il a un méga tir de la pointe. Ça se peut qu'Alexander Nikishin soit une star dans la Ligue nationale. Ça se peut que Jake Sanderson soit une star dans la Ligue nationale. C'est un très bon repêchage, mais c'est qu'il y en a deux qui vont se ramasser comme dans le top 5, dans le top 10 du repêchage, qui eux autres ont été pris en deuxième et en troisième ordre. Fait que, c'est pas mal ça. On passe au prochain. Puis le prochain, c'est 2019 et c'est aussi la dernière année de ça. On va aller voir ça. 2019. On ouvre ça. Défenseur. Comme ça. Alright. Donc, on avait Bowen Byram au 4e rang, Moritz Seider au 6e rang, Philip Broberg au 8e rang, Victor Soderstrom au 11e rang, Cam York au 14e rang, puis Thomas Harley au 6e rang. Fait que pas un mauvais repêchage, certainement, sauf peut-être 2 reach. Donc, le premier. Bowen Byram, c'est un peu compliqué dans son cas. Parce que, dans le fond, il est toujours dans des équipes qui ont déjà un top 4 ou du moins une première paire solide. Je pense que ce qui arrive, c'est que Dallin est meilleur que Bowen Byram. Donc, définitivement, Dallin va être le joueur qui va avoir pour la majorité du temps du power play. Bowen Byram risque d'être le joueur, dans le fond, qui n'aura pas tout le temps de power play. Mais c'est un joueur qui est amplement capable d'être un quarterback, dans le fond, sur le power play. Enfin, tu sais, Bowen Byram, en fait, c'est un joueur qui va être pris en arrière de la première paire, mais c'est un joueur qui peut jouer sur la première paire. Donc, selon moi, c'est un joueur de première paire. Donc, je donne 3 points, peu importe ce que le monde dise. Sauf que, je sais pas s'il va jouer, là. C'est un peu là le problème. T'sais. Il va-tu jouer sur la première paire? Est-ce que tu vas mettre Bowen Byram avec Dallin à droite? Je pense pas. Mais c'est pas impossible. Écoute, je sais pas. Ils ont-tu joué ensemble? C'est une bonne question. On va aller voir ça. On va aller ici. Puis là, on va enlever ça. Playoff. On va faire saison régulière. Puis on va aller ici, puis on va aller à Buffalo. Defensive pair, ça c'est bon. Puis là, on va mettre ça en minutes. Comme ça. Byram. Yuki Harjo. Il a joué avec Dallin, 141 minutes. Ouais. En tout cas, ils vont figurer où ils veulent le mettre. Ça n'a pas une tonne d'importance. Mais n'empêche que tout ça pour dire que, dans le fond, Bowen Byram, c'est un joueur qui a définitivement le talent, puis la combativité, puis la défensive, puis l'offensive pour être un joueur de première paire. Aucun doute. C'est sûr que il est comme à un gros hit proche de plus avoir de carrière, peut-être. Là, malgré on disait la même chose de Sidney Crosby, puis Sidney Crosby, finalement, ben, il joue 10 ans plus tard. Là. Mais Bowen Byram, il a le talent pour s'y rendre. Il a même le talent pour être une star, à mon avis. C'est juste que je pense que il n'aura pas l'opportunité d'être la star parce qu'il joue dans une équipe qui va être tellement loadée à ligne bleue que le temps de glace doit être splitté entre ces joueurs-là, puis le power play, ben, il doit être splitté dans ces joueurs-là aussi, mais je pense que celui qui va en avoir le plus, ça va être Dallin. Donc, à partir de là, Byram ne pourra pas faire autant de points qu'il veut en faire. Mais n'empêche, il a le talent pour s'y rendre. Moritz Seider, définitivement une star, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un joueur qui est tellement, tellement complet. C'est un de mes défenseurs préférés. Je pense que c'est un des défenseurs préférés à tout le monde parce que ce gars-là, il joue avec une combativité infernale. Il veut faire mal à tout le monde. J'ai vraiment hâte de voir Moritz Seider dans les playoffs, mais je ne veux pas le voir contre le Canadien dans les playoffs. C'est ça. Il est dominant physiquement. Il est dominant avec la rondelle sur son bâton. Il a un gros, tu sais. Comme je disais dans la version anglophone du podcast, là, c'est un joueur qui prend les batailles pour la rondelle ou qui prend les batailles en avant du filet ou les mises en échec personnellement. C'est un gars qui joue comme si sa place dans la Ligue nationale dépendait de chaque bataille ou de chaque coup. S'il perd la rondelle, il travaille comme un chien acharné pour retrouver la rondelle, pour reprendre la rondelle. S'il se fait frapper, il va te refrapper 4 fois plus fort après. Il est juste gros, mobile, méchant, excellent défensivement, puis par-dessus ça, il te rajoute comme une 40aine de points par année.
J'ai aucune idée si c'est vrai. Il a-tu fait 40 points cette année, je ne sais pas, mais même s'il faisait 30 points, c'est une star pareil. Ça n'a juste aucun sens à quel point que c'est un bon défenseur défensivement, puis qui est gros, puis qui est fort, puis qui est mobile, puis qui est capable de tout faire. Je l'aime. C'est un amour. Ouais, c'est pas facile pour les prospects aujourd'hui, c'est ça. 42 points en 82 matchs cette année, puis exactement la même chose l'année passée. 42 points en 82 matchs l'année passée. Fait que c'est ça. Moritz Seider, c'est tout un joueur. C'est une star, c'est même pas une star en devenir. Selon moi, c'est déjà une star. Je pense pas. Tu sais, combien d'équipes n'auraient pas Seider comme leur premier défenseur? Il y en a, là, c'est sûr. T'as Makar, ben t'as Makar. T'as Ice Cannon, c'est sûr. Mais Moritz Seider, je pense que c'est le premier défenseur de ben des équipes. Fait que c'est ça. Après ça, Philip Broberg, pigé au 8e rang. Je pense qu'il ne sera jamais plus qu'un défenseur de 3e paire. Je l'aimais quand même popper dans son année de repêchage de Broberg. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de patins. Le problème, c'est ça a toujours été le sens du hockey, à mon avis. Offensivement, autant que défensivement, ça n'a jamais été facile. Il avait fait quand même une coupe de points là, dans son année de repêchage. Si je ne me trompe pas, on va retourner en arrière, on va aller voir ça. Pas trop sûr de ce que je dis, si c'est vrai ou pas. Mais au niveau de la Ligue nationale, ça va pas super bien. Okay. Fait qu'il était repêché en 2019. Si on regarde ça, là, 2019, Hockey Allsvenskan, il avait fait 9 points en 41 matchs. Fait que c'est quand même très bon pour un défenseur dans son année de repêchage. Presque un point par match dans le U20. Après ça, au U18, 6 points en 7 matchs. Même joué au U20. Fait que, tu sais, il y a eu quand même toute une année. Là. Fait que c'est normal qu'il ait été pris dans le top 10. Là. Mais, tu sais, il y a toujours, à mon avis, en tout cas, il y a toujours eu des questions sur sa prise de décision avec la rondelle ainsi que sa prise de décision sans la rondelle. Mais, tu sais, probablement qu'il y a bien du monde qui pensait que son patin allait couvrir tout ça parce que c'est un excellent patineur là, dans toutes les directions. Puis c'est un gars de 6 pieds 3. Fait que tu te dis, le gars qui a un patin comme ça, il fait 6 pieds 3, il est capable de couvrir la moitié de la glace en 2-3 enjambées. Défensivement, ça va bien se passer. Puis après ça, ben, il y a eu, mais je me souviens, là, je me souviens pas si c'est le U20 ou le U18, là, mais il y a eu des montées avec la rondelle là, qui faisait la transition par lui-même. Là, puis il était incroyable à voir. Là. Fait que je peux comprendre que les équipes l'aient pris dans le top 10, sauf que 5 ans plus tard, 5 ans plus tard, il y a de la misère à percer une 3e paire. Fait que c'est ça. Fait que 3e paire. Puis Soderstrom, ben, c'est la même chose. Rien à rajouter. C'est attends, je vais juste voir. C'est attends, je prends Philip Broberg. Qu'est-ce qu'ils disent aux autres? Broberg. Philip Broberg. 3e paire, 82e percentile. Fait que ça fait du sens, ça. Je suis d'accord avec ça. Puis si on prend le prochain, qui était Soderstrom. Il est bon? Est-ce que je l'ai écrit comme il faut? Je vais juste aller en arrière. Soderstrom. Ben ouais, c'est correct. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent 2 points? Sur le haut? Donc on va dire. 4. Hey. Non, en tout cas. Il n'y a aucun scanning report dans le fond sur Victor Soderstrom. Puis, honnêtement, il n'a rien fait d'exceptionnel de toute façon. Au niveau de la Ligue nationale, il y a eu, sur plusieurs années, je pense, une couple de points. Là. Cette année, il a joué 3 matchs, fait que ça, on s'en fout. L'année passée, il y a eu 11 points en 30 matchs, qui est quand même une production qui est quand même notable. Puis l'année d'avant, 16 matchs, 0 points. Au niveau de la Ligue américaine, il y a 32 points, 9 buts en 62 matchs pour les Roadrunners. Fait que, tu sais, c'est correct. C'est correct, mais tu sais, étant un joueur de 5 pieds 11, 6 pieds, qui n'est pas vraiment physique, qui n'est pas nécessairement un excellent défenseur en tant que tel, puis en plus, l'offense en tant que tel ne fonctionne pas vraiment. C'est ça. Je pense que 3e paire, c'est ce que ça va être. C'est ici. Hein? Cam York à Philadelphie, un excellent défenseur, à mon avis. C'est un joueur de top 4. Je me souviens quand on a eu le repêchage
Puis que Philadelphie avait choisi Cam York au lieu de Cole Caulfield. Il y avait beaucoup de monde à Philadelphie qui chialait là-dessus parce qu'ils ne voulaient pas avoir Cam York, ils voulaient avoir Cole Caulfield. Puis que je peux comprendre, Cole Caulfield est définitivement un joueur plus dynamique en tant que tel, mais Cam York est quand même un défenseur de top 4 que tu as réussi à avoir au 14e rang, si je ne me trompe pas. Je pense que Caulfield on l'a eu au... Ouais, je l'ai même écrit ici. 14e rang. C'est quand même excellent, là. Un défenseur top 4 qui est capable de produire offensivement, qui est capable de défendre adéquatement. C'est un joueur qui est intelligent sur la glace. C'est un bon joueur, Cam York. Je pense qu'il s'en va en plus en s'améliorant de plus en plus. Là. Si on regarde ici. Là. Le problème va toujours être le 5 pieds 11, là, mais c'est un gars qui est quand même très intelligent. Je pense qu'il couvre un peu cette déficience-là avec son intelligence. Mais cette année, 30 points en 82 matchs, dont 10 buts à Philadelphie. C'est excellent. Le gars, il a 23 ans. 23 ans. Fait que, ouais, c'est définitivement un joueur de top 4. Comme je disais, il défend adéquatement. C'est un bon patineur. C'est un joueur qui est extrêmement intelligent. Il a une bonne relance offensivement. Il a quand même 30 points à sa deuxième vraie année. Sa deuxième année complète dans la Ligue nationale, si on veut. Là. Ouais, je pense qu'il s'enligne sur un top 4. Ben, dans le fond, il est déjà top 4. On s'entend. Si tu joues 80 matchs, tu as 30 points et tu défends bien, tu es top 4. Fait que c'est ça. Et le dernier, c'est Thomas Harley qui, lui, dans le fond, a explosé cette année avec 40 quelques points, une affaire comme ça. Puis c'est un joueur que j'adorais dans son année de repêchage. Puis que j'adore encore plus. Pendant comme 1 an ou 2 ans, j'étais comme plus sûr de où est-ce qu'il s'en allait. ça allait moins bien, en tout cas, de ce que je me souviens. Là, si on regarde, lui, il est repêché en 2019. Et 2019, c'était super bon dans la Ligue junior. L'année d'après, ça s'est bien passé. Après ça, dans la AHL, ça s'est bien passé encore, mais après ça, NHL, 34 matchs, juste 4 points. 11 points en 27 matchs dans la Ligue américaine. Après ça, Ligue américaine encore l'année d'après, 34 points. Puis là, cette année, il arrive dans la Ligue nationale, puis il part. 47 points, 15 buts en 79 matchs. Sur dans les séries, là, il y en a moins. 2 points en 16 matchs, mais n'empêche que veut pas. Oups, c'est quoi j'ai fait là? Pas bonne chose. N'empêche que c'est ça. 47 points en 79 matchs quand t'es un gars de 6 pieds 3. Ouais, ça, 6 pieds 3, 205 livres, qui patine bien, qui défend bien. C'est sûr que c'est un joueur de top 4. C'est même un joueur qui pourrait être un joueur de première paire, à mon avis, mais je pense pas qu'il est rendu là. J'aimerais ça voir aussi ça va être quoi l'année prochaine avant de me prononcer si c'est un joueur de première paire ou pas. Mais définitivement un joueur qui a fait un gros bond dans son développement cette année. Puis comme d'habitude, là, Dallas qui réussit à avoir des stars partout. Ben, pas nécessairement des stars, mais qui est capable de juste bien repêcher tout le temps. C'est ça. Fait que Thomas Harley, un top 4 assurément. Peut-être une première paire, mais pour l'instant, on va laisser ça à top 4 pour être un peu plus secure dans nos affaires. On va somme ça. Comme ça. Puis on est à 13 points. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que 2024, c'est la seule année qui a 16 points. C'est suivi de 2022, excusez-moi, avec 15 points. Après ça, 2020 avec 14 points. 2019 et 2023, le même nombre de points à 13 points. Puis après ça, on a 2021 avec 11,5 points. Donc, ouais, fait que dans le fond, c'est un peu ça qui arrive aussi, hein, c'est que des fois, tu fais de la projection, mais on est un peu généreux dans nos projections. C'est dur de regarder ça et de dire que Zane Parek, il sera pas mis au minimum un top 4 ou que Silaev sera pas au minimum un top 4. Mais en même temps, c'est très possible que dans 5 ans d'ici, Zane Parek, c'est un spécialiste du power play puis qu'il joue sur une troisième paire à 5 contre 5 parce qu'il n'est pas capable de défendre pantoute au niveau de la Ligue nationale. Ça se peut que Corey Akemchuk soit pas capable de rien faire offensivement parce que c'est un gars qui a besoin d'avoir la rondelle sur son bâton puis qui fait tout avec ses mains. Ça se peut qu'il soit pas capable de défendre non plus au niveau de la Ligue nationale. Ça se peut que Lev Shunov soit toujours pris dans une offensive puis que ses coachs soient tannés puis que ça fonctionne pas. Fait que tout ça pour dire que ça, c'est que 2024, c'est une projection, mais j'ai essayé de faire des projections qui sont quand même raisonnable. J'ai mis juste une star parmi les 6 joueurs. Je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait au moins une star parmi ces 6 joueurs-là. Il y a 3 joueurs de première paire sur les 6 joueurs. Fait que je pense que c'est
quand le monde dit que cette année, c'est une année de défenseurs, puis c'est une grosse année de défenseurs, je pense qu'ils ont raison, parce que quand on regarde ça, puis qu'on compare avec les autres, non seulement c'est celle qui a le plus de points quand on cumule tous les points de chacun des défenseurs, mais en plus, j'ai fait une projection qui est raisonnable. J'ai pas fait une projection où j'ai mis tout le monde comme des stars, ou toutes des premières paires, ou des affaires comme ça. Fait que c'est ça. Fait qu'en bout de ligne, c'est pas mal ça qui est ça. J'aimerais ça, dans les commentaires, si ça vous tente, évidemment, me dire si c'est le type de podcast que vous appréciez ou si vous appréciez ça pas du tout. Ou entre les deux même, là, je sais pas. Mais c'est juste parce que, comme je disais au début, c'est un exercice que je voulais faire par moi-même, que j'avais commencé à faire moi-même la semaine passée, parce que je voulais un peu comparer la défense de cette année comparativement à celle des années précédentes. Mais quand je me suis mis à le faire, je trouvais que c'était une bonne idée de le faire un peu, pas live, mais de le faire en podcast avec vous, puis dans le fond, comme partager les résultats avec vous en même temps. Mais je sais que quand je fais ça comme ça, je suis un peu concentré sur mon écran en même temps que je déblatère. Fait que il y a des pauses, on est rendu à 1h45, quelque chose dans ce coin-là, puis je finis là. Fait que je sais que c'est long, je sais qu'il y a des pauses, puis que c'est pas toujours clair ce que je dis, puis que je me perds dans ce que je dis. C'est ça, je veux savoir, en fond, est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes confortable avec? Est-ce que vous en voulez d'autres? Ou c'est le genre d'exercice que je devrais juste faire par moi-même, de mon côté, puis faire une vidéo de 10 minutes avec? Fait que c'est ça. Fait que juste me dire ça dans les commentaires si c'est quelque chose que vous aimez, que vous voudriez avoir plus. C'est un peu des... on pourrait dire, là, des chill and talk. Là. C'est pas un vrai podcast là, où j'ai tout de préparé puis j'ai des bullet points pour savoir où je m'enligne toute la kit. Je le fais live devant vous, fait que c'est sûr que je me perds dans ce que je dis, là, puis ça apparaît, mais ça donne, je trouve que ça donne un peu comme un genre de podcast ou un peu une discussion authentique. C'est juste que c'est pas une discussion, je parle tout seul. Anyways. C'est ça, comme je vous dis, s'il vous plaît, si vous avez le temps, si ça vous tente, juste me laisser savoir si c'est quelque chose que vous aimez ou si vous aimez pas ça. Fait que comme ça, je vais être capable d'un peu de m'enligner et savoir si j'en fais d'autres comme ça ou si vous voulez avoir des podcasts qui sont un peu plus structurés ou si juste quand j'ai envie d'en faire un, j'en fais un comme ça puis vous l'écoutez et vous aimez ça, ben je vais continuer à en faire aussi. Fait que c'est pas mal ça. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié le tout et on se revoit dans le prochain. Peace.